Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 28. Comme d'habitude, l'objectif d'Horror News Interview est de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Et cette fois-ci, j'ai la chance d'accueillir Manu Lanzi, qui est donc chorégraphe de combat, cascadeur, régleur de cascade et réalisateur de seconde équipe. Alors salut Manu et merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben avec grand plaisir. Salut Marc. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Manu Lanzi, j'ai 53 ans, je suis chorégraphe de combat, régleur de cascade et réalisateur seconde équipe, notamment pour les séquences d'action, pour certains projets. Et ça fait 29 ans que je fais ce métier à peu près en étant passé par la cascade avant, bien sûr. Voilà, alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, j'ai noté quelques références. Dans le domaine de l'horreur notamment, par exemple, tu as participé à des projets comme À l'intérieur, Ouais. Vincent doit mourir, Call of the Dead, Mutant, La Horde, Le Mangeur d'âme, qui est un peu plus récent, Coupé, Titane, Marianne, donc la série Marianne, Ouais. Girls with Balls de l'ami Olivier, La nuit a dévoré le monde, Aux yeux des vivants ou Livide, donc ça c'est pour ce qui est plutôt horrifique. Et puis après, pour ceux qui aiment bien la bagarre, pour le coup, on a par exemple Anti-Gang, Balle perdue, AK, JCVD, Taken, Scorpion, Le Transporteur, B13, Le baiser mortel du dragon, Danny the Dog ou Le Pacte des loups. Voilà quelques petites références. Ça doit causer normalement pour ceux qui connaissent un petit peu. Moi, ça me cause à moi aussi parce que tu es en train de m'énumérer des films sur lesquels j'ai bossé. C'est pas que j'ai oublié, mais j'ai dit, ah oui, putain, c'est vrai que j'ai fait tous ces films d'horreur-là, notamment les trucs d'action un peu plus, mais c'est vrai que les films d'horreur, c'est pas que j'oublie, mais c'est vrai que j'ai participé à pas mal de trucs et je réalise surtout la chance que j'ai eu de le faire, quoi. Donc, voilà. Ah ouais, c'est vrai que la liste est quand même impressionnante. Et encore, ça c'est ce que j'ai sélectionné, mais t'as fait bien d'autres projets évidemment. Ouais, je dois être à pas loin de 200 films maintenant en cascadeur et en régleur. Donc ouais, je te dis, ça fait 29 ans que je fais ça, donc avec des moments de haut, de bas, et voilà, et puis c'est une aventure, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis après, en plus, ça t'a permis aussi d'avoir pas mal de rencontres. Moi, j'avais noté notamment Marc Dacascos parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Mais et bien après, évidemment, tu as Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, une légende. Michel Yeo, Jet Li. Enfin voilà, il y a pas mal de noms que le public identifie assez facilement, on va dire. Ouais. Écoute, non, tout ça, oui, c'est des rencontres totalement improbables pour moi quand t'es jeune et quand tu dis à tes parents, j'aimerais bien faire du cinéma et rencontrer ces gens-là. Et puis, dans les années 70-80, on dit, non, mon chat, c'est compliqué, ça n'existe pas, ça, c'est dans les... Et voilà, et finalement, la route s'ouvre, la porte s'ouvre, et puis, il y a un moment, oui, quand tu fais le constat, tu te dis, mais j'ai réellement travaillé avec ces gens-là. Donc, c'est un truc tout bête, mais quand t'as une photo qui a été prise, je sais pas, spécialement très réseaux sociaux à mettre ma truc et tout, mais j'ai des photos chez moi souvenirs et tu te dis, en fait, cette personne-là, j'ai pas pris une photo, genre, on peut prendre une photo. Non, j'ai travaillé avec elle, je l'ai rencontrée, je l'ai côtoyée et je lui ai donné la réplique ou je l'ai chorégraphiée. Tu vois, Marc Dacascos, ce que tu évoquais, j'ai été cascadeur sur Le Pacte des loups. On s'est très, très bien entendu, on est devenus assez potes, c'était assez rigolo, on se marrait, on a le même humour. Et après, je l'ai chorégraphié sur une série qui était pour Canal+, qui s'appelait The Way, une série de ninja. Et là, tu chorégraphies Marc Dacascos et tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc c'est tous ces trucs et certaines personnes que tu retrouves. Jet Li, tu fais Le baiser du dragon, tu retrouves sur Danny the Dog. Enfin, même moi encore maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi, tu vois? Donc, non, c'est incroyable. Écoute, voilà, c'est la magie de la vie, comme on dit. Ah, c'est la magie de la vie, ouais. Alors justement, tiens, tu commences à évoquer un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ça ? En fait, alors, comme tu as pu l'entendre peut-être dans d'autres interviews, je me répète un peu, mais c'est vraiment la base. C'était une couverture de magazine qui s'appelait Spécial Strange numéro 1, que ma mère m'a gentiment acheté lors de son achat du télépoche de la semaine, dans le magasin de presse qui était près de chez moi. Je devais avoir 5 ans, un truc comme ça. C'était en 1975, si je ne m'abuse. Je suis né en 71. Mais il y avait un petit décalage. Je sais que c'était vers mes 5 ans. Et c'est une couverture avec Spider-Man et Shang-Chi qui sont en coup de pied, en forme de lévitation, un peu en kick sauté au-dessus des toits. Tu dis, je sais pas comment vous avez fait les gars pour aller aussi haut, mais bref. Et cette couverture m'a complètement subjugué à mes 5 ans. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est un vrai souvenir d'enfance. L'achat de ce magazine est un vrai souvenir d'enfance. Pourtant à 5 ans, tu dis pas beaucoup de souvenirs. Si celui-là, putain, je m'en rappelle. Et voilà. Et en fait, quand j'ai eu ce magazine entre les mains, j'ai commencé à... on est remonté chez nous. Puis,
je regardais, je sais que j'ai mis du temps à ouvrir le magazine en question parce que j'étais subjugué par la couverture. Et à l'intérieur, évidemment, il y a des cases BD avec de l'action, Shang-Chi qui met des kicks, des trucs et tout, Spider-Man qui fait des bonds. Waouh! Et je crois que c'était mon premier comics, en fait, Spécial Strange numéro 1. Et j'ai commencé à sauter dans tous les sens. La voisine du dessous pétait un câble parce qu'il y avait son lustre qui faisait des allers-retours. Bam, 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 je sautais, je faisais des trucs, j'essayais d'imiter. Et je sais que cette passion pour l'action est venue à ce moment-là. Bien évidemment, après, j'ai commencé à lire des comics régulièrement, mensuellement. Il y avait Strange, Spécial Strange, Titan, Nova. Enfin, ça, c'est pour les gens de ma génération, mais c'était des comics qui sortaient mensuellement et que j'achetais ou je quémandais à ma mère. Et voilà, et ça a bercé, mais vraiment bercé mon enfance. J'avais des figurines, donc je faisais des combats similaires, voilà, plein de choses. Et évidemment, après, il y a eu la découverte des films. Donc, mon père qui avait une brasserie dans le 9e arrondissement qui s'appelait le Bijou Bar. Voilà, un truc qui était vraiment d'époque, avec du zinc, un comptoir en zinc et tout, je me rappelle très bien. Et en fait, il y avait pas mal de clients qui venaient. Et c'était l'époque où il y avait ce qu'on appelle des tombées de camions. Donc, il y avait, je disais à mon père, Bruno, une petite tombée de camion de magnétoscope. Et pour les gens de ma génération, le magnétoscope à l'époque, ça coûtait une blinde. Donc, tu pouvais pas avoir un truc comme ça. Donc, qui dit magnétoscope dit vidéoclub. Et en fait, quand on a eu cette tombée de camion qu'il a dû payer une bouchée de pain avec un Ricard et une bouteille de vin en prime, on a été au vidéoclub. Et là, tu es subjugué par toutes ces couvertures, ces jaquettes d'époque, tu vois, qui sont, on en reparlera peut-être plus tard, mais qui sont tellement mieux faits que maintenant, parce que c'était des peintures, des dessins, des trucs qui te donnaient envie de voir un film, même s'il était pourri. C'est ça qui est ébouriffant, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, j'ai loué alors je crois, mon père m'a loué, a loué des trucs pour lui, je crois qu'on avait loué un Bébel ou un truc comme ça, je sais plus. C'était un peu plus tard, que les 5 ans, bien sûr. Et moi, j'ai vu Le Retour du Dragon. C'était une jaquette avec Bruce Lee dessus, qui a un masque, donc qui correspondait à ma passion pour les super-héros. Et c'était une cassette qui était éditée chez René Château, avec Bruce Lee et son masque de Kato. Et en fait, c'était un espèce de patchwork dégueulasse de plusieurs épisodes du Green Hornet, qui est un super-héros un peu à la Batman des années 50 ou avant, je sais plus. Et donc voilà, et j'ai regardé ce truc-là, et Bruce Lee, il est masqué, il fait des sauts dans tous les sens. Waouh, j'ai dit, allez, c'est ça. Voilà. Donc ça a été la base, et après, la grande découverte des films de ninja avec Shokosugi, et là, alors là, tu m'arrêtais plus là. J'ai acheté des katanas, des shurikens, des machins, il y en avait partout, c'était n'importe quoi. Et on m'a mis aux arts martiaux quand même assez tôt, parce que je gesticulais dans tous les sens. J'étais pas hyper actif, mais il y a un moment quand t'as une passion qui te prend, voilà. Donc ça a été un peu le démarrage, ça a été comics et première cassette et tout le reste évidemment, mais c'est très long à lire. Voilà. Ça marchait. Donc, il y a un jour, donc, tu as l'opportunité de te retrouver sur un plateau. Comment ça se goupille, en fait? Alors évidemment, il a fallu beaucoup de temps. Donc j'ai pratiqué les arts martiaux très très jeune. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Je me suis beaucoup entraîné moi-même devant justement mon magnétoscope à regarder les techniques et tous les trucs des stars qui me faisaient rêver, même du plus banal. Mais je regardais tout, j'observais, je mettais au ralenti. Alors pour ceux qui connaissent, mettre au ralenti avec un magnétoscope, faut être motivé quand même. Je faisais des arrêts sur image, j'essayais de comprendre. Je me suis mis aux armes et tout. Enfin bref. Et toutes ces années à m'entraîner tout seul, à emmener des potes de temps en temps avec moi à faire des trucs, qui n'étaient pas aussi passionnés que moi. Et un jour, j'ai travaillé dans la restauration, parce que comme mes parents avaient une brasserie, je me voyais pas faire autre chose. J'aimais bien voir mon père faire le con derrière le comptoir, faire des glissades, rigoler avec les clients. Je dis bon, il y a un côté théâtral, c'est fun et tout. Et encore une fois, le cinéma est totalement inaccessible à cette époque. Il n'y a pas d'école de cascade, il y a que des arts martiaux, judo, karaté, aikido, taekwondo. Tu dis bon, super. Et donc voilà, et en fait, j'étais barman dans un restaurant, dans un bar qui s'appelait le Concorde Lafayette. Et en fait, un jour, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Olivier Schneider, qui lui aussi est dans la profession, qui est chorégraphe de combat et maintenant réalisateur. Donc ça fait 30 ans qu'on se connaît avec Olivier. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on se supportait pas. Je vais faire bref, parce que c'est une longue histoire. Et en fait, on s'est battu. En plein dans les vestiaires, on s'est foutu sur la gueule parce qu'on se supportait pas. C'est parti avec des coups de pied, des machins, c'était n'importe quoi. Ça a duré le temps d'un coït de puceau, c'est-à-dire sur le coup, ça a duré 8 secondes à tout péter, mais suffisamment pour voir que chacun était un petit peu technique.
Donc voilà, donc on nous a séparés. Après, on s'est retrouvés un peu plus tard. J'ai pas été viré, heureusement. Et, euh, et on s'est retrouvés plus tard et on a discuté, on a sympathisé. Et c'est ce qui nous a accrochés, c'est con, hein. C'est à l'époque, c'était les pins. Moi, j'avais un pins un peu kung-fu avec un tigre machin, lui un pins taekwondo. Et en fait, on s'est regardé, c'était un peu une identité. Mais tu pratiques? Ouais. Et toi? Ouais. Ouais, ouais, bah j'ai vu, ouais, j'ai failli pour prendre une. Et on a sympathisé comme ça. On a commencé à s'entraîner ensemble, à faire des vidéos avec nos caméscopes qu'on mettait sur l'escabeau. On faisait des corèves, des machins. C'était bien de la merde, mais c'était drôle, quoi. Et on prenait ça très au sérieux. Et un jour, on a rencontré un mec qui est passé à la Coupole. On travaillait à la Coupole et c'était Olivier qui l'a rencontré avant moi. Et un mec qui s'appelle Niki Nodé, qui était comédien et cascadeur à l'époque. Pour ceux qui connaissent pas, qui était dans plus tard hein, dans le Bourg Identity, dans le Pacte des Loups, dans les trucs comme ça. Et Olivier l'a entendu parler et on l'avait vu au Festival des Arts Martiaux à Bercy en démonstration pour une démo qui était un hommage à Bruce Lee. Donc voilà. Et Olivier l'a reconnu. Il dit putain, c'est le mec qui était à Bercy. Mais on l'avait vu 15 jours avant, tu vois. Et donc il l'a branché au comptoir. Il dit excusez-moi, pardon, vous étiez bien à Bercy, machin. Ouais, ouais, ouais. Ils ont discuté et Niki en fait à l'époque proposait des cours de combat scénique. Putain, on se dit waouh, là c'est la meilleure, c'est là. Donc on a été faire un de ces cours et ça correspondait tout à fait à ce qu'on recherchait parce qu'on continuait les arts martiaux. Mais les arts martiaux, tu fais des katas, t'en as rien à battre. Dans le cinéma, ça sert à rien. Enfin, tu vois, c'est justement l'antithèse de ce que tu dois faire. On a été faire son premier cours. Oh putain, on s'est dit ça y est, c'est là. On s'est entraîné avec lui pendant des années, enfin des années quelque temps. Après, il nous a proposé de monter une équipe avec lui parce qu'il nous aimait bien, il aimait bien notre travail, notre technique. Donc là, c'était lancé. Et on a fait notre premier film, je crois que c'était en 80, je sais plus combien, faut regarder, Ma cité va craquer, de Jean-François Richer. Et c'était notre premier film en cascadeur. Voilà. Et on a travaillé avec Niki pendant 5 ans et des poussières. Et après, on s'est séparés parce qu'on s'entendait plus du tout. Voilà, on avait plus caractère différent. Donc, on s'est pas entendu. C'est des choses de la vie. Niki a continué sa route. Olivier et moi, on a continué la nôtre. Et on s'est retrouvés sur le Pacte des Loups. Lui, il avait un rôle et nous, on était en cascadeur. On s'est pas parlé. Mais voilà. Et le premier gros boom, ça a été, après Master va craquer, on a fait quelques films avec Niki, des petites comédies, des trucs, des castings. On a appris énormément de choses avec lui. C'était un bon prof quand même, voilà. Et le Pacte des Loups a été, le gros déclenchement, quoi. Donc voilà, pour beaucoup, hein. Ça marche. Oui, bah, c'était à l'époque. Alors, moi, mon père bossait dans le dressage animalier Ouais, et ok. il a bossé sur le Pacte des loups, en Oh, l'occurrence. énorme. Donc à On a dû se l'époque, croiser alors parce que, ça, oui, certainement, oui. Notamment, tu vois, au tout début, il y a une ouverture avec un cadavre avec des corbeaux, tu vois, des trucs comme ça. oui, bien sûr, oui. Voilà, bah Ouais. c'était c'était nos corbeaux en fait. Ok, énorme, putain. Et donc voilà, donc effectivement, ouais, on était au cinéma quand c'est sorti parce que c'était l'événement, parce que mon père me disait, tu vas voir, c'est un super gros truc, c'est un super gros projet, on n'a jamais vu Ouais. ça en France et tout, tu vois. Et donc c'était l'événement évidemment à l'époque. C'était l'événement. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on me dit t'as travaillé sur quoi et que j'évoque mes débuts et que je parle du Pacte des Loups, pourtant, ça a combien? Ça a 25 ans à peu près, je crois, un truc comme ça. Parce que mon fils a Euh, 21 ans. ouais, j'étais pas vieux, hein, donc Ouais, voilà. Et tu te dis hein, que ça a marqué une génération. C'est fou. ah ouais, complètement. Ouais. Complètement. Donc voilà, Pacte des Loups, énorme. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu en quoi consiste ton activité? Parce que on voit cascadeur, tu sais, les gens, cascadeurs, pour eux, parfois, c'est un peu nébuleux, tu vois. Il y a différents types. Hein. Tu as ceux qui font les cascades en voiture, tu as ceux C'est ça. qui font les cascades, les chutes, tu as Ouais. ceux qui se mettent le feu. Enfin, Mmh, il y a vraiment des spécialités. bien sûr. Donc, toi, tu le disais, c'est plutôt tout ce qui est combat. Basson, ouais. Voilà. Après, je me suis diversifié parce que évidemment, moi, ma spécialité, c'est la baston. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a plu dès le départ. Évidemment, quand tu fais ce métier-là, tu es obligé aussi tu fais pas que de la baston. La cascade, c'est surtout et principalement savoir faire quand tu es en doublure ce que le comédien ne peut pas faire. Tu dois être meilleur que lui techniquement et tu dois évidemment aller à la chute à sa place et le magnifier. Donc en fait, moi mon travail c'est toutes ces années de cascade, j'ai été combattant. Après, j'ai fait de la cascade où je passais à travers les vitres, les escaliers, les machins, les trucs. Voilà, il y a des cascades que j'ai pas voulu faire. J'avais très peur du feu et des percussions voiture. Donc, c'est des choses que j'ai jamais faites. Voilà, donc j'ai mes spécialités. Je pense être plus enthousiaste à la baston et à la chute. Donc, voilà. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à devenir régleur de combat, donc pour évoquer
à l'intérieur, qui a été mon premier film en tant que régleur cascade. Il a fallu coacher Béatrice Dalle et Alison Paradis pour tous les coups qu'elles se foutent sur la tronche pendant ce film de dingue. Et donc voilà, donc je me suis spécialisé dans la baston, dans la cascade physique. Et quand j'ai besoin, j'ai des notions de plein de choses, mais il y a beaucoup de choses soit qui m'emmerdent, soit que je maîtrise pas suffisamment pour prétendre régler, notamment le feu. Je fais appel à des collègues à moi, Jérôme Gaspard notamment, qui fait de la hauteur aussi, qui est très très bon là-dedans. Quand c'est du câble, je fais appel à un de mes collègues, Pascal Mercury, qui est un pote, qui lui s'occupe des câbles. Voilà, moi je coordonne les choses. La baston, il y a personne qui prend, ça il y a que moi et mon fidèle comparse Anthony Faux, qui est avec moi depuis pas mal d'années. Voilà, mais moi dans ma tête, c'est la chorégraphie de combat avant tout. J'espère être bon et spécialisé là-dedans. Donc voilà, mais c'est vraiment ce qui me botte. Et le reste, je fais appel à des gens et je vais coordonner, c'est-à-dire sur le coup, je vais écouter surtout ce que le réalisateur veut, la manière d'en filmer, machin. Je suis conseillé aussi par rapport au cadre et aux meilleures choses. Donc voilà. Mais tout ce qui est voiture, tout ça, je fais pas. Par exemple, sur les balles perdues, quand il y a des voitures qui tracent et qu'il y a des évitements voitures de cascadeurs, là, c'est moi qui vais placer les gens, leur dire voilà, attention à ça, ça, ça. C'est tous les paramètres de voilà, physique. Voilà. Ça marche. Écoute, donc effectivement, de base, ça peut aller de la gifle. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais une gifle au cinéma, voilà, Faut qu'elle passe. Ça se chorégraphie. Bien sûr, parce que la gifle, elle est importante par rapport à une séquence. Elle peut apporter une montée de tension ou une brimade ou quelque chose, un rapport entre deux personnages. De la petite gifle à la grosse gifle, c'est hyper important parce que finalement, même si on va dans la comédie, tu regardes les gifles de Depardieu à l'époque qui foutaient des gifles au mec. Si elle passait pas, on passait à côté. Donc ouais, de la petite gifle à la grosse chorégraphie, bien sûr. Voilà, non, mais c'est important de le repréciser parce que tu sais, la dernière fois, par exemple, avec Olivier Afonso, donc, que j'ai interviewé, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté l'épisode. Donc, effectivement, lui qui travaille dans les effets spéciaux, ce qu'il disait, c'est que très souvent, les gens se rendaient pas compte un peu du panel en fait, de choses qu'il faisait avec, tu sais, de la simple, de l'œil au beurre noir, par exemple, au faux ventre de femme enceinte ou ce genre de choses. Exactement. Donc voilà, faut aussi se rendre compte de l'ampleur et de tout ce que vous voyez en fait à l'écran. Vous rendez pas forcément compte parce que vous êtes dans le film, vous êtes dans tout ça, mais tout ce qui, voilà, vous faites partie de ces artisans qui font exister, si tu veux, la magie du cinéma et qui permettent effectivement de faire exister l'histoire. Et donc voilà. Donc en plus, au petit détail, tu vois, je prends par exemple Olivier, que ce soit moi la simple gifle ou lui, comme tu dis, le cocard, les conséquences d'un coup brutal ou moins brutal ou n'importe quoi, c'est hyper important parce que moi, par exemple, bien souvent, je vois des maquillages qui sont un peu chiants. Parce que, tu sais, cette fameuse blessure graphique, le mec qui va avoir l'arcade ouverte et qui va juste avoir un filet de sang. Non, jamais de la vie, mon ami. T'as pris une gifle ou un truc ou un caillou dans le truc. Une arcade, ça pisse le sang. Et en fait, souvent, les maquillages sont faits graphiquement. Donc, je comprends pour des histoires de raccords, pour des histoires d'esthétisme et tout. Mais de temps en temps, non. Quand un endroit est touché, le nez, quand ça coule, c'est un robinet qui est ouvert. Donc, tu sais, quand tu vas voir la petite, tout petit peu, l'autre fait ça, c'est terminé. Non, jamais de la vie. Bon, c'est ces petits détails qui vont faire que c'est important. Du petit détail au gros truc spectaculaire. Ouais. Alors, pour avoir eu l'arcade et le nez, je confirme, ça On pisse. est d'accord. Oui, non. Bien sûr. Ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire et de ton rapport avec tout ce qui est fantastique et horreur, s'il te plaît? Bien, avec grand plaisir. Alors, bon, j'ai essayé de faire bref parce que mon histoire est longue, mais en fait, l'horreur, elle s'est posée devant moi grâce aussi à un magazine qui était Starfix numéro 1, que j'ai acheté, pareil, avec mes deniers, et qui a été mon premier truc. Et Starfix numéro 1, il y avait des trucs sur Evil Dead. Mais quand j'ai acheté ce magazine, je sais plus quel âge, mais je sais que j'étais très jeune, et les images dans le magazine, notamment de Evil Dead et 2 ou 3 trucs, m'ont fait flipper ma race. Je sais pas pourquoi, il y a des images, et notamment cette figure de... je crois que c'est Ashley à la fin de Evil Dead qui se décompose. Alors que maintenant, tu vois ça, c'est risible, c'est fait en pâte à modeler. Mais cette gueule bleue avec les yeux exorbités et tout m'a fait chier dans mon froc, mais quelque chose de bien. Donc Starfix a été le premier truc. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que il fait bon se faire peur. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est complètement con. J'ai acheté les Starfix, j'ai acheté les Mad Movie, j'ai acheté plus tard les écrans fantastiques. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et le vrai gros boom, au-delà des magazines, tout ça était sur papier. C'est quand j'étais au
au collège, au lycée, je sais plus. Je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça. Et en fait, le vidéoclub de mon quartier qui s'appelait enfin c'était rue Custine, c'est dans le 18e arrondissement. En fait, il avait une grande vitrine. Il y avait une télé, les bonnes télés de l'époque, comme ça, et il passait en boucle les bandes annonces René Château. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'était des bandes annonces qui allaient du Bruce Lee au Jean-Paul Belmondo, au film un peu par-ci par-là de kung-fu, genre il y avait quoi, La Rage du Tigre, La Main de Fer, tout ça, etc. Donc en fait, et les films d'horreur. Et c'était des films avec un titre où il y avait marqué des films que vous ne verrez jamais à la télévision. Donc maintenant, quand ils pensent, c'est aberrant de passer une bande-annonce avec des têtes qui explosent, avec des trucs et tout. Donc il y avait la bande-annonce. En fait, je pense qu'il devait avoir 2 ou 3 cassettes qui devaient avoir tout. Donc il y avait tous les trucs des Bruce Lee, je me rappelle, c'est Bruce Lee, les Bébelles et quelques films. Et les trucs d'horreur dedans, c'était une autre cassette. Donc quand tu passais devant le truc, tu savais, au fur et à mesure, je commençais à connaître la bande par cœur, et je dis, oh putain, c'est le truc d'horreur. Alors des fois, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, je rentrais pas chez moi, j'attendais que la cassette fasse le tour pour revenir aux bandes annonces. Ma mère, elle s'inquiétait, mais t'étais où, machin, etc. Et en fait, j'attendais les bandes annonces de Zombies, Massacre à la tronçonneuse, Maniac, Char pour Frankenstein, Du sang pour Dracula, tous ces trucs qui passaient, Le crocodile de la mort. Et putain, voilà. Et Zombies, Maniac et Massacre à la tronçonneuse ont été 3 bandes annonces que j'aurais pu me passer en boucle. Et le pire, Marc, c'est qu'en fait, je n'entendais pas parce que c'était derrière la vitrine. Mais les images, putain. Et du coup, quand j'ai eu le magnétoscope, bon, évidemment, c'était interdit au moins de 18, donc tu vas faire des sourires un peu niais au gars. Je peux? Bah non, t'as quel âge? 14 ans. Ouais, bah non. Voilà. Et par le biais d'un pote, j'ai réussi à les avoir. Et là, allez, passion totale pour les films d'horreur. Et évidemment, j'ai grandi génération vidéoclub avec tous ces films d'horreur, des mieux aux dégueulasses, soit Cannibal Holocaust, machin, etc. Voilà, donc j'ai grandi avec toutes ces séries B et films d'horreur qui m'ont traumatisé, mais par contre, qui m'ont apporté tellement de bonheur. Voilà. Et oui, l'époque bénie des vidéoclubs. Exactement. Oh, Mazette, qu'est-ce que ça manque? Ouais, c'est clair, putain. Ouais. Alors, quand t'es impliqué comme ça sur un projet, que ce soit une série, un film, concrètement, à quel moment le plus souvent t'es impliqué? C'est-à-dire, est-ce qu'on te contacte en amont tout de suite pour est-ce que tu commences peut-être à étudier un peu le scénar? Est-ce que c'est un peu plus tardif? Est-ce que voilà? Non, généralement, quand un projet est lancé, évidemment, il va y avoir la négociation du directeur de production, premier assistant, réalisateur, de monter une équipe. Donc, en fait, on va dire, maintenant, j'ai la chance d'être un peu connu dans le métier. Donc, il y a des gens avec qui j'ai fait ma clientèle. Donc, il y a plein de gens qui vont avoir le plaisir de retravailler avec moi longuement, des fidèles. Il y en a d'autres qui, de temps en temps, vont aller voir ailleurs pour telle ou telle raison. J'ai pas de problème avec ça. Donc, en fait, le truc de construction, oui, effectivement, tu as la construction de l'équipe. Donc, quand toi, tu as été sélectionné par telle ou telle personne, on t'appelle. Généralement, les 3/4 du temps, c'est soit le premier assistant, soit le directeur de production, le réalisateur. Même si tu le connais, il t'appelle pas spécialement. Ou alors, il faut que ce soit un pote. Il y a des personnes que je connais très bien, Guillaume Pierret, Fred Grivois, tout ça. Bon, ils vont m'appeler directement et me dire, j'ai un projet, mec, dis-moi que t'es dispo. OK. Et à partir de ce moment-là, tu reçois le scénario, tu le lis, tu prends tes notes. Et puis après, généralement, tu prends un rendez-vous, tu vas au bureau, tu évoques toutes les séquences, tu donnes tes solutions. Tu vois aussi par rapport au budget. Bon, là, il y a marqué 10 cascadeurs. Est-ce que j'ai réellement 10 cascadeurs? Est-ce que tu peux m'en mettre moins? On peut faire un truc. C'est si c'est les mecs cagoulés, on les rhabille autrement. Enfin, tu vois, tu trouves des solutions pour aller un peu dans le sens de la production, essayer de récupérer un peu d'argent pour mettre ailleurs. C'est-à-dire, tiens, j'ai besoin d'une répète en plus. Voilà. Donc, tout ça est à base de négociation, d'organisation. Et voilà. Et après, généralement, tu rencontres les comédiens, tu les entraînes. Tu peux faire aussi ce qu'on appelle des prévises. C'est-à-dire que moi, sur certains trucs, maintenant que je réalise certaines scènes d'action, on me demande, tu peux faire des prévises. C'est-à-dire que les prévises, c'est des storyboards animés que moi, c'est la séquence que je vais filmer, monter. Je mets les effets de coups, je mets la musique, je mets machin. Je fais en sorte d'apporter le plus d'informations possible au réalisateur pour que lui puisse se projeter dans la séquence et dire, j'aime bien ça, j'aime pas ça. Est-ce qu'on peut, je voyais plus comme ça. Après, t'as le comédien qui s'en mêle un petit peu. Et comme je dis toujours, la prévise, en fait, c'est un outil qui est hyper important quand tu as une grosse scène d'action. Parce que si moi, je fais de la merde, au moins, c'est de la merde qu'on ne fera pas sur le tournage. Donc, c'est un gain de temps. Et voilà. Donc, puis comme moi, j'aime réaliser, ça me permet d'essayer d'être le plus efficace possible et proposer des choses
qui ont mon style, quoi, tant qu'à faire. Voilà. Ok, super. Et du coup, avec toutes ces chorés là, j'imagine que tu dois au fur et à mesure essayer de te renouveler, tout ça. Alors, comment est-ce qu'on conçoit déjà une chorégraphie de combat et comment est-ce que tu te renouvelles? Parce que du coup, ça fait un paquet d'années maintenant que tu fais ce travail, comme tu le Ouais, disais, et donc il faut se renouveler. exactement. Bah, alors, comment tu construis? Bah, tu vas construire déjà par rapport au scénario et l'ambiance du projet. C'est-à-dire que si c'est une comédie, bon, bah, tu vas peut-être avoir des références un peu plus Jackie Chan, Buster Keaton, certains trucs et tout, et tu vas chorégraphier en rigolant, entre guillemets. Quand tu as des films un petit peu plus brutaux, comme Titan, ou comme Bac Nord, ou machin, ou trucs comme ça, bon, bah, il va falloir que tu rentres dans un vrai réalisme, parce que ces réalisateurs attendent de toi, justement, quelque chose hors cascade. Il y a beaucoup de réalisateurs qui font ce genre de film c'est pas péjoratif, mais qui n'aiment pas les cascadeurs et les rieurs parce qu'ils disent, moi, j'ai besoin de réalité. Oui, mais on peut faire, t'en as, ils sont adeptes, tu vois, sur Les Misérables. La Julie, il voulait mettre des coups de matraque avec une vraie, ouais, mais bon, ça va pas bien, quoi. Donc, il y a, voilà, chacun a son truc. Donc, tu vas t'adapter à ça, tu vas t'adapter au réalisateur, comme je disais, et en fait, bah, les techniques que tu vas utiliser, ça va être, quand c'est très, très réel, bien souvent, je vais dire aux comédiens, OK, rentre dans ton personnage et dis-moi, par exemple, comment toi, je vais pas dire de chorégraphie, je vais dire comment toi, tu réagirais sur une situation comme ça. Mmh. Est-ce que tu serais plus en mode Panzer? Parce que moi, évidemment, vu que je combats un petit peu, je vais foncer vers un mec, je vais lui mettre 3-4 patates et terminé. Mais une personne, par exemple, Karim Le Fou, on évoquait Vincent doit mourir, Mmh. il a fallu trouver des chorégraphies qui faisaient justement absolument pas martial ou truc comme ça. Et avec Stéphane Castan, quand on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté et mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est bien entendu parce que moi, j'aime bien ce genre de choses. Et lui, je sais qu'il a été hyper content qu'on travaille ensemble parce qu'on a vraiment apporté quelque chose de moche. Alors que paradoxalement, pour un film, t'as envie de faire une belle baston. Les belles bastons, bah, ça va être plus pour des trucs un peu martiaux ou balles perdues ou AK ou trucs comme ça. Non. Et là, du coup, bah, avec Karim, quand j'ai eu un entraînement, il m'a dit, moi, frère, je sais pas combattre. Et je dis, mais c'est bien. Et en fait, la baston qu'il a avec le facteur, c'était un comédien qui s'appelle Guillaume Bernstein, je crois. Il savait pas se battre non plus. Et pour moi, bah, ça fonctionne dans ce film parce que les mecs ne savent pas se battre. Puis tu vas faire d'autres films avec des personnes comme Alban Lenoir, Jean Dujardin, Marco Bansillon sur des trucs, enfin plein de projets. Et ces gens-là, bah, ils ont un petit peu plus ça dans la peau et le scénario prête à faire de la baston. Donc en fait, voilà. Et se renouveler, bah, c'est juste de la recherche, d'entraînement. Et moi, je vais quand même régulièrement à la salle quand je tourne pas avec mon acolyte Anthony Faux, j'ai Jérémy, enfin voilà, j'ai Nico, enfin bon, je vais pas tous les citer, mais et on va travailler, on va chercher des chorégraphies, on va essayer de voilà, tu regardes beaucoup de films aussi, tu t'inspires, je ne veux pas pomper et tout ce qui se fait, en fait, j'essaie de faire le contraire. Voilà. Et par exemple, pour ma part, quand je vois les bastons actuels qui m'emmerdent particulièrement parce que par exemple, un héros qui se retrouve face à plusieurs mecs, bah en fait, c'est une démonstration. Les mecs viennent les uns après les autres. Bah bah bah, bah bah bah, bah bah bah. Ah, il y a une petite folie, il y en a deux. Bah bah bah. Moi, bah du coup, ces choses-là m'emmerdent, c'est redondant, c'est chiant. Donc j'essaie de faire un truc où le mec est submergé par des attaquants, se prend des coups, l'adrénaline fait que je me renseigne aussi sur le côté réel des choses. Bah par exemple, un mec comme dans Balle perdue qui a pris des coups de matraque, on va dire oui, mais le mec se prend des coups de matraque, il bronche pas. Non, parce que l'adrénaline fait que les coups, tu les sens après. Et je m'étais renseigné, notamment à l'époque des Gilets jaunes, où les mecs se prenaient des coups de matraque, et dans les témoignages, je disais, mais en fait, je réalisais 15-20 minutes après, quand l'adrénaline était redescendue, que j'avais la main cassée. Je dis, putain, le corps humain. Donc, je vais prendre ça, c'est du pain béni pour moi. Mais après, le cinéphile, il est habitué à voir des mecs prendre plein de coups et dire, bah, ça bronche pas. Si, il y a des conséquences après, voilà. Et toi qui as fait un petit peu enfin un petit peu ou beaucoup, je sais pas, d'arts martiaux, tu le sais très bien. Quand tu prends des coups, des fois, ah putain, je me suis niqué. C'est après. Donc c'est intéressant de faire passer ça dans les longs métrages aussi. Voilà. Ouais, bah, complètement, effectivement. Et c'est vrai que bah, là, t'en parlais, mais sur Vincent doit mourir, par exemple, je trouve que ça fonctionne super bien parce que ça ressemble vraiment à une baston de gens qui ne savent pas se battre. Ah, c'est des chiffonniers, ils sont moches. Hein. Mais complètement. Mais oui, mais dans la réalité dans la rue, dans la réalité des faits, si tu vois une altercation de manière générale, les gens savent Oh. pas se bastonner. En plus, ils sont stressés, machin, nanan, donc Ouais. ils se bastonnent comme des chiffonniers. Donc c'est. Mais même les vrais combattants, même les personnes qui savent se battre, Ah oui, bien sûr. d'un seul coup, t'as les bras qui partent à droite, à gauche, tes coups de pied sont dégueulasses, t'as des distances de merde. Tout l'entraînement que t'as pu faire à la salle où t'es un peu technique et que t'arrives à placer tes trucs en mode sniper, tout dégage. Tu deviens une espèce de pantin ridicule. Et voilà, et c'est
hyper dur de se battre contre quelqu'un qui sait pas se battre. C'est horrible. Oui, C'est c'est vrai. con, hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Alors, là, on commençait à l'évoquer un petit peu, mais qu'est-ce que tu penses de la production de films de genre en France? Je pense que que ça tente de percer. C'est pas évident. En fait, que ce soit le film de genre, horreur, action, fantastique, les références du public, généralement, ça va être: «Ouais, mais c'est chiant, c'est français». Alors, le simple fait que ce soit français, on a énormément d'énormes talents sur plein de trucs. Il y a des très bons films français, notamment Vincent doit mourir. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce film, mais il a pas fait beaucoup d'entrées. Voilà, ça n'a pas marché parce que, les films d'horreur, pour les jeunes vont aller voir des trucs un peu débiles, qui viennent des États-Unis. Je vais citer des trucs que moi j'aime pas, mais tu vois, Annabelle ou machin ou truc, Conjuring numéro 50 et tout, tu vois, voilà. C'est des trucs à gros budget avec beaucoup d'effets numériques, de ceci, de cela. Le côté artisanal de l'horreur, notamment en France, il est, mis à part pour des geeks comme nous, il n'est pas spécialement perçu par le public et malheureusement, les jeunes de maintenant, moi j'ai déjà été voir des films, j'ai un vague souvenir, je sais plus sur quoi c'était. J'avais été voir un film voilà, et en fait les jeunes ils sont sur leur portable. Ils regardent le film en se grattant les couilles et en touchant leur portable, voilà, tu Mmh. sais, tu dis bon, ok, ça les intéresse pas. Il y a, c'est un autre truc. Donc le film de genre français, malheureusement, il est juste aimé par les geeks d'un certain âge, ou alors même les jeunes qui vont avoir peut-être une envie de découvrir autre chose. Mais généralement, c'est un truc assez fermé. Et les films d'horreur en France ne marchent pas énormément. Depuis le temps que je fais des films d'horreur, c'est des trucs à petit budget parce que ça marche pas plus que ça. Donc les mecs vont pas mettre des millions et des millions et des millions parce que ils savent ils vont faire, je sais plus combien a fait Vincent doit mourir, mais tu vois, je crois que c'était combien, 30, 50 000 entrées, et tu dis, ou un truc comme ça, tu dis waouh, et tu dis merde, quel dommage. Donc voilà, donc c'est une place qui est très difficile, mais par contre qui marche bien sur les plateformes. Finalement, les plateformes, tu regardes, c'est un peu le vidéoclub de maintenant. Donc Ah, en mais fait, c'est ça qui rend dingue, en fait, c'est que tu mets le même film au cinéma, ouais. film d'horreur français, boum, Mmh. OK, ça marche pas parce que, enfin, de manière générale, parce qu'effectivement les gens, le public a un espèce d'a priori à dire: «Ouais, mais de toute façon, on sait pas faire d'horreur en France». OK. C'est dommage. Et puis derrière, dès que c'est balancé sur une plateforme, tout le monde va se jeter dessus, tu vois? C'est le même film, hein, mais enfin, je sais pas pourquoi, c'est, effectivement une Après, espèce d'a priori, c'est pas évident parce que quelque part, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue. Les films français d'horreur vont pas avoir un budget colossal. Donc en fait, tu vas écrire un scénario par rapport au budget qu'on va t'allouer. Donc évidemment, tu peux pas faire des trucs aussi conséquents et aussi fous que les films américains. Tu vois, où eux, ils vont avoir je sais pas combien de millions. Les films d'horreur au grand max, si on monte à entre 5 et 10 millions, grand max un film, c'est pas énorme. Tu as des films là-bas, c'est minimum un film d'horreur lambda là-bas, c'est je vais dire une connerie, peut-être, je sais pas, 150 millions, 200 millions, j'en sais rien, tu vois, ou même 50 millions, enfin, je sais pas, mais nous, on a Walou. Donc, sur le coup, tu es obligé de faire des trucs qui sont aussi adaptés par rapport au budget, par rapport à tellement de choses. Après, il y a beaucoup d'acteurs qui vont pas vouloir se frotter à ça. Les acteurs, c'est eux qui font entrer aussi tu vois, il y a énormément de paramètres, mais je trouve ça dommage parce que, après, on est parsemé entre ça, les séries, Walking Dead, machin, etc. Il y a un moment, le cinéma français, il en prend un peu plein sa gueule parce que, automatiquement, on va vouloir voir des trucs un peu plus impressionnants, mais peut-être un peu moins viscéral, je dirais. Voilà, un peu mmh, moins mmh, personnel. ça marche. Alors du coup, c'est vrai qu'on l'a dit, depuis tes débuts, tu as vu aussi l'arrivée justement des plateformes de streaming Ouais, ouais. et du coup tout ça, ça a quand même pas mal, accéléré et boosté le nombre de Mmh. prod, au Mmh. niveau mondial, hein, parce que maintenant c'est vrai que tu as accès à des films. Moi je regarde des films notamment des films de baston par exemple, mais qui viennent, d'Indonésie, tu vois, de Thaïlande, de machin, de trucs, et en fait tu as accès à des trucs auxquels tu avais pas accès avant. Si tu avais accès au vidéoclub. Oui, ouais, éventuellement, et encore, parce Oui. qu'il y a certains films, tu vois, genre des films indonésiens où tu sais, tu as vraiment des pays comme ça où moi je les découvre complètement parce que je me dis: «Putain, mais en fait, ils font des trucs de fous furieux». Oui, Heu, mais tu sais pourquoi? Et en fait, ces films-là existent aussi et ils les font parce que, comme tu dis, avant, les films existaient. Tu les trouvais au vidéoclub ou alors après, tu allais dans le 13e trouver les VCD ou les DVD ou trucs comme ça. Mmh. Mais maintenant, ces films-là existent sur les plateformes parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont pouvoir vendre ces films-là sur Netflix ou Amazon ou trucs comme ça. Donc voilà, donc sur le coup,
ces films-là vont pouvoir exister à travers ces trucs-là. Avant, par exemple, pour sortir un film, et même les films de Jackie Chan, en fait, moi, j'ai découvert les vrais films de Jackie Chan, tu vois, Thunderbolt, First Strike, tout ça, etc., dans le 13e arrondissement, dans une boutique qui s'appelait Musica, et qui, eux, avaient toutes ces cassettes-là, qui bien cassettes, c'était pas en DVD, alors que c'était absolument pas édité en France. Et il y en a plein qui m'ont dit, ah, mais j'ai acheté, j'ai vu ça. Mais moi, je les avais vus, mais je dis pas de conneries, 5 ans avant eux. T'as vu le dernier Jackie Chan? Attends, tu parles duquel? De ça? Mais non, mec, ça fait 5 ans que je l'ai vu. Et parce que c'était des trucs qui n'étaient pas édités chez TF1, machin, ou truc. Donc, en fait, il fallait connaître toutes ces adresses pour trouver ces films-là. Mais maintenant, effectivement, les gars, ils savent que de toute façon, les plateformes sont totalement open. Regarde le nombre de films, que ce soit espagnol, péruvien, machin, etc. Tout sort. Et donc, voilà. Et un truc comme Hong Bak, tu vois, quand c'est sorti, moi, je l'ai vu en cassette dégueulasse avant. Et c'est Besson qui a racheté le truc, qui l'a remonté, qui l'a même balancé au cinéma. Alors, ça venait, mais parce que ça a fait un carton comme The Raid. Tu vois, donc. C'est marrant parce que je compare souvent Tony Jaa avec. Iko Uwais. Iko Uwais, et parce que quand ils sont arrivés en fait avec ces films-là et qu'on les a découverts, ces artistes-là, en fait, il y a eu un petit évidemment, hein, mais coup de tonnerre un peu dans le milieu de l'action parce qu'ils sont arrivés avec des styles. Tu vois, c'est vraiment. Et moi, j'aime bien les suivre, hein, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que Tony Jaa moins parce que je sais pas pourquoi, mais il a fait 2-3 films et puis derrière, et puis on l'a plus tellement vu, mais. Tu te lasses vite parce qu'en fait, il a mis tellement de choses dans le premier. Ouais, c'est dans vrai. Hong qui est dans L'Honneur du Dragon, il est tellement riche qu'après, t'as déjà tout vu. On sait qui met qui, on sait qui met des kicks sautés, on sait que ceci, cela. Et comme tu parlais de renouvellement, c'est très difficile de se renouveler parce que le truc était tellement riche qu'après, il refait des trucs. Bon, tu t'es pas beaucoup renouvelé. Et Iko Uwais, c'est pareil. Moi, j'ai un peu fait le tour. T'as Scott Adkins aussi qui a fait tellement de trucs qu'à un moment, t'as fait le tour. C'est hyper difficile. Là, t'as en ce moment, on appelle Statham, la Stathamerie qui continue à faire des films. Bon, le mec, c'est un cadre. Hein. Il met des patates, franchement, elles sont hyper efficaces. Mais trouve-moi un Statham et un autre, une séquence de base. Tu t'y perds, tu sais plus qui est quoi ou quoi est qui. Donc, mais dans le temps, c'est très difficile de durer. Donc, effectivement, comme tu disais, il y a des estampilles. Moi, j'appelle ça des estampilles. Tu parlais de Dacascos. Dacascos, il est arrivé, il nous a fait de la capoeira. Oh putain, tout le monde a fait Banana Way. T'as Van Damme qui est arrivé, qui a fait l'hélicoptère. Tout le monde a fait l'hélicoptère. Tony Jaa Sebeki, Iko Uwais, Jackie Chan, Bruce Lee, Scott Adkins, tout ça. Et en fait, tout ça, même les Bournes, ça a été un truc, Bourne ou Tekken, ça a été un style qui a débarqué. Allez hop, je fais du Krav Maga et machin, etc. Donc en fait, ces trucs-là, voilà. Mais c'est très très compliqué de se renouveler. Donc voilà. Mais oui, il y a beaucoup de styles différents et voilà. Ça marche. Et du coup, avec l'explosion justement de tous ces projets, tout ça, et puis toi, t'as l'expérience du truc, mais comment est-ce que ça a évolué un petit peu depuis tes débuts, les productions? Ça a évolué parce qu'il y a quand même un volontarisme de la part des productions, que ce soit dans l'horreur, dans l'action, d'essayer de faire des choses. Je sais que j'ai vécu un moment dans ma carrière où c'était vachement calme. Je dis, waouh, ça commence à être tendu. J'avais moins de travail parce qu'ils ont tout misé sur la comédie. Donc, tous les films avec clavier, cadmérade, machin, etc., qui sortaient, tu dis, waouh, putain, les films d'action, il y en a de moins en moins. Mais malgré tout, le public a envie de voir des choses. Donc, de temps en temps, en fait, il va y avoir un truc qui va soudainement rallumer la mèche. Oh putain, ça a cartonné. On lance l'action. On relance de l'action. Et puis, le problème, c'est que dans tous ces trucs-là, il y a beaucoup de merde, comme dans les films d'horreur. Tu vois, quand à l'intérieur est sorti, on s'est dit, putain, ça va être bien. Donc, tu as plusieurs productions qui ont décidé de lancer le truc. Et tu as plein de personnes non compétentes qui ont fait des navets, des merdes, pardon pour eux. Je vais pas citer le nom. Mais, et soudainement, tu dis, bon, ça marche pas. C'est chiant. Voilà. Donc, c'est par épisode. Et puis, de temps en temps, tu as des trucs qui sortent. Alors, je vais pas pignoler le truc, mais par exemple, le premier Balle perdue a fait beaucoup de bien au cinéma d'action. C'est sorti et ça a cartonné. Et soudainement, moi, je sais que j'ai eu pas mal de rendez-vous sur des projets et des gens qui m'ont dit, putain, c'est toi qui fais Balle perdue, on veut du Balle perdue. Donc, t'es flatté, t'es content, ça fait plaisir. Mais c'est comme si soudainement, on avait réussi grâce à ce film ou d'autres films, hein, pas spécialement celui-là, dire, putain, on est capable de faire des choses. Donc, en fait, il faut de temps en temps remontrer quelque chose qui remotive les troupes et dire, OK, on va mettre du pognon, etc. Et effectivement, maintenant, avec les plateformes, il y a
quand même entre 7 et 8 plateformes hyper actives. Netflix, Amazon, Disney, Peacock, Paramount+, machin, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, qui vont vouloir se lancer dans ce genre de choses pour grandir leur catalogue et potentiellement avoir le film événement, tu vois. Donc, c'est vrai que dans l'action, en France, pour l'instant, les 3/4 du temps, dans tout ce que je vois, les références, c'est Balles perdues ou AK. Je dis, putain, c'est cool, parce que c'est très généreux. Et donc, voilà. Alors, je tiens quand même à te remercier parce que j'ai pris un kiff sur mon Anti-Gang à l'époque où je l'ai découvert au Cinoche, le premier. Ouais. Et surtout, là, dernièrement, sur Balles perdues ou AK. Ouais. J'ai pris un kiff, c'est génial. Enfin, Bien. si t'aimes la baston, c'est excellent, quoi. Enfin, les tiens, si t'aimes combats l'action, et tout. Enfin, si t'aimes l'action, parce que même les cascades bagnoles, putain, moi, je suis pas très bagnole. Mais quel travail de titan les mecs ils ont fait. Et il y a rien de numérique, tout est fait en vrai. Alors, je vais spoiler juste un truc. Elle devrait pas tarder à tomber, la bande-annonce de Balles perdues 3. Donc moi, j'ai fait le 3, évidemment. J'ai vu quelques extraits, je suis passé à la prod il y a quelques jours. Alors, je vais vraiment, sans aucune prétention, je parle même pas des bastons, on s'en branle. Putain, mais c'est d'une richesse. Moi, je suis aussi spectateur. J'ai fait le tournage, mais j'ai pas tout vu. Il y a beaucoup de séquences où j'étais pas dedans. Putain, ça va être une vraie déclaration au film d'amour, une vraie déclaration d'amour au film d'action. Voilà. Donc, j'espère que le public sera présent et non pas, vraiment, je fais pas la promo, je suis juste spectateur et ce que j'ai vu, j'ai dit à Guillaume Piret, j'ai dit, Guillaume, putain, mec, c'est un film que j'aurais voulu voir moi-même, même si j'avais pas bossé dessus. Ça va être hyper riche. C'est un gâteau bien conséquent. J'espère pas trop. Mais alors, en tout cas, j'espère que le public sera juste... C'est chiant en ce moment, pardon, je fais une aparté, tous ces gens qui vont... Les haters. T'as envie de détester les haters, leur dire, mais putain, les gars, on n'en a pas beaucoup des films comme ça. Encore une fois, c'est des films de divertissement. Donc, tu passes un bon moment ou pas. Tu vois, j'ai regardé la série Adolescence. J'ai passé un vrai bon moment. Tu dis, waouh, j'ai pris 4 épisodes dans ma gueule. C'était super. Et puis, il y en a d'autres. J'ai vu des trucs, ouais, je me suis fait chier. Je vais pas les balancer sur Internet. C'est de la merde. Putain, France, de merde, de ceci, de cela. Et tu te dis, mais soyez un peu indulgents, que t'aimes pas. On peut aimer ou ne pas aimer. Mais des films comme ça, merde, on n'en a pas beaucoup. Des films d'horreur qui vont être faits avec le cœur, avec les tripes, on n'en a pas beaucoup. Donc, si le public français n'adhère pas, encore une fois, on peut ne pas aimer un film. L'essentiel, enfin, il y en a, ils aiment le rouge et d'autres le bleu. Tu vas pas les, voilà. Mais il faut pas descendre les trucs. C'est naze de descendre tout le temps, dire c'est de la merde, c'est ceci, c'est cela, etc. Tous ces youtubeurs qui font des trucs sans arrêt à dire c'est de la merde, c'est machin. Oui, il y a des merdes, il y a des grosses merdes, c'est sûr. Mais il y a certains trucs, pour moi, qui ne méritent pas de se faire descendre comme ça. Voilà. Et je parle pas que de Balles perdues, mais certains autres films qui sont fait descendre, tu vois, les gars, putain, ça va jamais, vous êtes chiants, tu vois, voilà. Donc, de toute façon, mon coup de gueule. des trucs comme effectivement comme Balles perdues, quand tu vois le succès mondial. Bah oui. Puis c'est pareil, par exemple, tu vois, il y a pas si longtemps, Sous la Seine qui est sorti. Oui. Voilà. Alors, en France, il s'est fait chier dessus. Quand même pas mal. Et alors qu'au niveau mondial, c'est un des plus gros cartons de la plateforme. Donc, c'est souvent comme ça, Marc. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, ça me fait chier parce que je vois qu'effectivement, tu vois, des films d'horreur en France, on n'en sort quand même pas des pelletés, quoi, je veux dire. Donc, quand il y en a, moi, j'essaie toujours de les défendre au maximum. C'est-à-dire que oui, ok, peut-être que si ça aurait pu être mieux fait, que ça pêche un peu. Mais les gars, faut passer aussi derrière la caméra et vous dire, ok, là, par exemple, sur Gueule Noire, les gens ont râlé sur Gueule Noire par rapport à la créature. Il y a une créature. D'accord. Et donc, les gens râlaient. Et je leur dis, mais enfin, moi, j'avais lu, je crois que c'est dans Mad Movies, tu vois, et ils disaient qu'en fait, l'équipe des effets spéciaux, ils n'ont pas eu l'argent et donc le temps pour s'entraîner, pour répéter. Oui. Donc, à partir de là, évidemment, le résultat, il en pâtit forcément. Je veux dire, mais non, mais tout ça, tu vois, c'est des problématiques là pour le coup qui sont financières et donc qui forcément impactent au final. Mais putain, les gars, là, on nous met un truc, on part dans un univers, on nous crée une créature super cool et tout, machin. Tu vois, putain, il y a une envie, il y a un truc. Enfin, je pars du principe que si tu veux en voir et si tu veux voir peut-être des trucs mieux, c'est ça, plus aboutis par rapport à tes critères. Bah, soutiens-les, ces trucs-là, bordel. C'est ça que je te disais, le serpent qui se mord la queue, ou quelque part, vous ne faites pas de nombre d'entrées. Ouais. Donc, du coup, le producteur frileux qui aime le genre va vouloir quand même faire un film d'horreur quelques temps après.
mais il dit bon, ça va pas marcher de ouf, donc on va pas mettre, et il va sortir 5 millions, il va dire écoutez les gars, je veux pas plus, on va faire ça, blablabla. Donc en fait, finalement, tant qu'on va pas un tant soit peu soutenir ce cinéma, en fait, ça ne marchera pas. Après, encore une fois, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas compétents pour faire des trucs. Il y a le côté compétence et le côté financier. C'est Ouais. un mélange des deux. Donc, Mhm. sur le coup, c'est vraiment pas évident. Mais je veux dire, tu vois, sous la scène, par exemple, bon, je vais être très honnête, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé non plus. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait sortir du truc. Certains effets spéciaux, certaines logiques, certains trucs, tu dis, ah merde, etc. Mais par contre, je l'ai regardé, j'ai malgré tout passé un bon moment, mais c'est pas le film que je reverrai. Je l'ai vu, je l'ai oublié. Mais Mhm. j'ai passé un bon moment. Évidemment, heureusement qu'il y a des films de merde pour apprécier encore plus les vrais chefs-d'œuvre. C'est Mhm. ça l'histoire, tu vois. Donc voilà, donc je sais qu'ils vont faire un 2. Bon, bah faites un 2, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et tu sais, c'est tous ces gens rageux qui disent j'ai regardé tel film, c'est de la merde, ou qui défoncent une bande-annonce. Tu sais, t'as envie de dire, bah, ne le regarde pas. Enfin, je veux dire, c'est comme si telle personne va manger un plat à base de fromage qui pue ou truc comme ça. J'aime pas ça. Bah, le mange pas. Et casse-toi. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais, mais c'est le principe en fait. C'est, tu sais, c'est les gens qui viennent mettre des commentaires de merde sur les pages YouTube ou quoi au caisse. T'as envie de leur dire, mais mec, en fait, si ça te plaît pas, casse-toi. C'est-à-dire que je t'oblige pas à regarder la vidéo. Donc en fait, Oui. Et le tu mec, sais, il gueule et il dit, je ne vais pas regarder le film. Alors, bah ok. ne poste pas, on s'en fout Ouais, de c'est ton ça. avis. C'est ça. C'est, enfin bon, bref. C'est très chiant. Ah, voilà, c'était notre coup de gueule. Il faut que les gens existent en fait. Voilà, c'est ça. C'est, Ah, bah, alors ça, on est d'accord, hein. je te jure. Alors, là, on parlait effectivement, donc tu as différents types de films, donc que ce soit de l'action ou de l'horreur. Par exemple, quand tu prépares, toi, les différences majeures entre un film d'action et un film d'horreur, pour ta Ouais. prépa à toi, ça va se situer à quel niveau? Bah, c'est une association. Alors, généralement, les trucs d'horreur, bon, bah, on est beaucoup moins sur de la technique, de la baston, des trucs comme ça. C'est plus, je te fous sur la gueule bien salement. Et c'est surtout que quelque part, il va y avoir un travail aussi en grosse cohésion. Et c'est pour ça qu'on s'adore avec Olivier Afonso et qu'on se connaît depuis très longtemps maintenant. Il y a une cohésion entre nous. Parce qu'en fait, bah, moi, ce que je vais proposer en termes de coups, de chorégraphie, de machin, bah, lui, il va falloir qu'il s'adapte par rapport à son maquillage ou vice-versa. C'est-à-dire que si lui, il a un outil, il dit, bah, tiens, le réalisateur veut, je sais pas, moi, une truelle en pleine gueule, bah, moi, il va falloir que je chorégraphie quelque chose avec une truelle dans la gueule. Donc, c'est une association à tous les deux. Et généralement, on va dire que les trucs d'horreur c'est un peu plus radical et moins démonstratif qu'une séquence de baston d'un film d'action. Tu vends de l'action, tu vends de la chorégraphie, tu vends de la chute, tu vends de la technique, tu vends ça. Horreur, tu vends du sale. Du Donc voilà. résultat. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est cool ce que tu dis parce que moi, mais ces deux passions qui se sont rapprochées, alors, je vais pas pardon pour le terme, je vais pas me pignoler, mais le plus gros plaisir qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit, putain, Manu, j'ai reconnu ta patte tout de suite. Parce que ma patte, en fait, c'est une association de deux cinémas. Le cinéma d'horreur, de genre, et le cinéma d'action. Et on me dit généralement, bah, en fait, toi, tu fais des films, putain, c'est hyper réaliste, hyper brutal, hyper machin, il n'y a pas de fioriture. Tu vois, j'étais, comme je disais, à la prod de Balles perdues, on a fait un documentaire, un truc, et t'as le mec du son et le caméraman, ils m'ont dit, putain, on adore ton style, parce que, en fait, c'est brutal, et on reconnaît. C'est-à-dire que Vincent doit mourir, par exemple, le petit gars, il me dit, putain, j'ai vu Vincent doit mourir, je me suis dit, putain, je suis sûr que c'est Manu. Il a vu le générique à la fin, je le connais pas, hein. Et il a dit, putain, banco. Donc ça m'a fait plaisir parce que voilà, parce que, donc je dis pas, je suis bon Nico Niquet, c'est juste, c'est une association de deux passions qui se sont linkées et qu'on fait que bah, j'ai découvert ce que j'avais envie, moi, de mettre dans mon travail. Donc, je vais être un tout petit peu moins technique sur les mouvements, mais par contre, hyper technique sur les conséquences des coups, sur putain, j'ai trébuché, sur les trucs un peu maladroits, tout ça, etc. Voilà. Donc, après, il faut le vendre au réalisateur et au projet, mais pour l'instant, c'est ce qui se passe, donc c'est cool. Ah mais effectivement, ouais, putain, enfin, c'est pour ça que je te disais sur AK, sur Balles perdues, j'ai pris un Ouais, kiff parce putain, ça fait plaisir. que c'est ultra rugueux quoi dans le style. Moi j'ai notamment de mémoire celle où c'est dans le 2, je crois Balles perdues 2 où Alban il se bastonne dans dans la baraque. Oui, Quand t'as deux assassins qui viennent pour la femme ouais, voilà. ouais. Et oh putain, en fait j'adore parce que je suis devant mon écran, je regarde le truc et je fais oh, tu sais, je recule en me disant oh putain ce qu'il a Ouais, ramassé, tu vois. je te coupe, ce que tu viens de faire, ça par contre, c'est une de mes meilleures payes. C'est-à-dire que tu as fait un truc, c'est ce que j'ai dit dans plein d'interviews. J'aime pas quand on va dire,
waouh. Non, par contre, t'as fait ouh, voilà. Ça veut dire que quelque part, t'as souffert en regardant le film et en ayant une réaction spontanée de oh putain, ça doit faire mal. Et voilà. Et c'est ça le style que j'aime, que j'essaie de mettre aussi en, comment dire, en raisonnabilité. Parce qu'il y a beaucoup de films en ce moment, il y a une surenchère dans les Gang of London, dans The Night Come From Us, ou tout comme ça. Enfin bon, bref. Ouais. Les mecs, en fait, c'est une surenchère de gore, de coups qui font mal, de bras pétés, de ceci, de cela. Il y a pas longtemps, j'ai vu un film, je sais plus, indonésien, machin, un truc ou thaïlandais. Putain, ça se casse les bras toutes les secondes. Mais il y a tellement d'infos, à un moment, tu perds le truc. Donc moi, comme je dis toujours, en fait, je fais du De Funès. C'est-à-dire que sur le coup, quand il chante un truc, il fait ta 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 bam bam ta da 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 bam bam. Et tu vois, ces deux bam bam, c'est d'un seul coup quelque chose où dans la technique, tu mets des mouvements, ta ta ta, et d'un seul coup, t'as un truc qui te réveille et qui te marque. Oh, tu dis putain. Et voilà, c'est ça que j'aime faire. Si t'en mets trop d'éléments, il y a un moment, tu perds le truc et tu perds cette musique. Je fais pas de la techno. Je préfère faire un truc un peu, tu vois, voilà, un peu Vivaldi ou machin, où tout de temps en temps, t'as un gros tambour qui te réveille la gueule et voilà. Ça marche. Mais ouais, effectivement, bah, notamment sur Aka où Alban avait pris encore de la masse, donc il est encore plus impressionnant. Ouh là là. Ah, Putain de il merde. les a voulu, ces 100 kilos, hein, putain. Ah, c'est une machine de guerre dans le Oh dans le film. là là. Et il bouffait, putain, tu m'avais dit, qu'est-ce que tu bouffes? Et voilà, je le voyais épaissir. Et pardon, anecdote, quand on était sur Aka, il y a un moment, bah, la baston qu'on a fait dans le repère du méchant, là, à un moment, on partait pour répéter, et Alban était devant moi et montait les escaliers. Donc moi, j'étais en dessous de lui. Et à un moment, regarde, putain, c'est quoi ce Mont Blanc? Le mec, il avait des épaules énormes. Et moi qui connais Alban depuis plus de 20 ans, je l'ai vu dans toutes les formes. Mais comme ça, jamais. Même à l'époque de HeroCorp, Force Mustang ou truc, que dalle. Et là, j'ai vu cette espèce de monstre. Putain, et là, j'ai réalisé. Je me rappelle très bien ce moment-là. Je dis, oh la vache, l'engin, quoi. Et là, il est redevenu tout maigre, tu vois, pour faire des petits trucs, genre Lucky Luke, machin, etc. Ouais, mais c'est plus son plateforme aussi, je pense. Donc, Ben oui, parce que là, quand il a fait AK, donc voilà. C'était impressionnant. Alban, c'est un mec qui s'investit énormément sur les trucs. Énormément. Quand il dit, je vais faire 100 kilos, il fera ses 100 kilos. Voilà. Quand il dit, je vais faire ma cascade, il fait sa cascade. Voilà. bah écoute, chapeau à lui justement. Ça Ouais, fait plaisir ouais, d'avoir des gars qui ont envie en plus et qui portent des projets, bah justement comme Balle perdue, tout ça, tu vois, et qui bah, ont réussi à les faire et en plus ça cartonne. Je suis super content pour lui parce que justement voilà, ça prouve qu'on est capable de faire des putains de films totalement. d'action en France, quoi, les gars. Et, Donc, et j'espère voilà. que le 3 va vraiment clore le truc en disant, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de voir du vrai film d'action, voilà. Et Alban, bah après, c'est pas parce que c'est mon pote ni bonne caisse, mais voilà, c'est, bah, on en a pas 50 000 des Allemands le Noir, donc c'est pareil. Bah des fois il fait des films un peu moins bien, puis des fois il fait des films super. C'est pour n'importe quel comédien, tu me trouveras le comédien qui a fait une carrière parfaite de A à Z. Moi je le connais pas, donc. Non, mais même, enfin, tu vois, après c'est toujours pareil. T'as des films, des fois ils sont pas parfaits, mais tu sens l'amour du truc, tu sens l'envie, tu vois. Et moi, ça je pardonne, tu vois, il y a pas de souci. Ok, t'as peut-être pas eu le budget qui allait bien, ou tu vois, enfin, Ouais. tu sais pas comment ça se passe derrière, toujours, mais au moins il y a l'envie, quoi. Ah bah faut essayer de défoncer ces trucs, ouais. Pour moi, c'est le plus important dans un film pour vraiment que je l'apprécie, et c'est la générosité. Voilà. Ouais, générosité, volontarisme et sincérité. Voilà. Ouais. On est d'accord. Alors, c'est vrai que tu as dirigé pas mal d'anciens combattants pros. Alors, juste comme ça, Joe Prestia, qui est une putain de légende, hein, si tu me demandes mon avis. Ouais. Dida Diafat, Brahim Asloum et Jess Liodin qui a combattu à l'UFC, hein, qui est devenu cascadeur, qui a fait pas mal de petits projets sympas d'ailleurs depuis. Ouais, carrément, ouais. Est-ce que c'est plus facile de diriger justement des combattants, mais qui ont l'habitude de la vraie baston, ou est-ce que c'est plus simple, du coup, d'aller plutôt avec des gens qui connaissent pas, qui sont complètement novices, quoi? C'est une question hyper intéressante. Je vais essayer d'y répondre correctement. C'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que quelque part, quand tu as des vrais combattants, l'avantage, c'est qu'on va parler automatiquement le même langage. C'est-à-dire que quand je vais dire crochet, uppercut, retourner, machin, grand circulaire, enfin voilà, on va se comprendre. Ils vont savoir faire, ils vont avoir une technique. Donc voilà. Par contre, ça, c'est l'avantage. L'avantage aussi d'avoir une forme de volontarisme, de représenter correctement un art martial ou une technique ou quelque chose, donc ça c'est super. Par contre, l'inconvénient, c'est que ces personnes-là sont habituées à taper pour de vrai, donc il va falloir absolument leur apprendre à taper à une certaine distance. Il va y avoir aussi ce mouvement qui, certes, en boxe, je vais citer Brahim Asloum, on a eu des gros différends au début avec Brahim Asloum, parce qu'il comprenait, moi il me prenait pour un pipeau,
Normal, je suis pas champion de boxe. J'ai fait du kick, des trucs, machin, mais je suis pas un champion de quoi que ce soit. Et sur le coup, un mec, Mister Olympique, là, sur le coup, il va te dire, mais non, fais pas comme ça. Et oui, Brahim, mais à l'écran, ce que tu proposes là, ça ne passera pas. Une caméra, elle va capter tes mouvements. Il a fallu un temps fou pour faire capter à Brahim Asloum la réalité du cinéma, comme lui voulait me faire accepter la réalité de la boxe. Il a fallu du temps pour qu'on s'entende. Et pour anecdote, il y a un moment dans le film avec Brahim Asloum, Young Perez, il y a une baston à un moment dans une espèce de taverne avec des Allemands. C'est des combats clandestins et tout. Et c'est le seul combat du film que j'ai chorégraphié où c'est pas que de la boxe. Il va commencer à mettre des coups de pompe, des machins, des trucs, projeter les mecs comme des merdes. Et là, quand on a répété cette chorégraphie, qu'on l'a filmé, à la fin de journée, il était éreinté, mais il m'a dit, putain, Manu, tu m'as fait vivre un rêve d'enfance, c'est-à-dire que tu m'as fait faire une baston de cinéma. Mais quand on était sur les bastons de ring, putain, c'était beaucoup plus compliqué. Et des fois, il dit, Brahim, ça passe pas. Il me dit, ouais, mais bon, c'est comme ça, la technique et tout. Et on s'engueulait. Je dis, putain, qu'est-ce que tu comprends pas? À la caméra, ça ne passe pas. Donc voilà, je te dis de faire comme ça, écoute-moi, élargis un tout petit peu. Tu vas pas, trahir la boxe parce que tu élargis plus un mouvement. Donc voilà, c'était ces trucs-là. Puis après, tu as des personnes comme Jérôme Le Banner sur Scorpion, machin, qui vont s'épuiser différemment. C'est-à-dire que Jérôme, souvent, il était fatigué, alors que le mec, il fait des entraînements et des trucs de dingue. Moi, je monte pas sur ring avec lui. Moi, il m'a un 50% de kick à l'intérieur de la cuisse, c'est du 200%. C'est-à-dire que moi, je me suis fait laminer. Mais alors, Scorpion, je suis reparti, j'étais un meuble en kit. Hein. Mais Jérôme, il était fatigué parce que le fait de retenir les coups face à Cornillac et de s'arrêter à un certain... Voilà, et toutes ces informations, des fois, il gueulait, putain, casse les couilles, machin, etc. Gentiment, il est adorable, Jérôme. Hein. Et donc, voilà, donc c'est bien d'un côté, parce que la technique, un mec qui va te faire tel ou tel mouvement, tu vois, oh la vache, putain, comment ça passe. Mais de temps en temps, c'est compliqué parce qu'il faut leur faire apprendre le côté cinéma. Et quand tu fais des chorégraphies un tant soit peu techniques, tu vois, Jesse Liodin, bon, lui, c'est un artiste martial assez accompli. Il fait des petits saltos, des coups de pied sautés, il aime bien. Puis quand tu dois rentrer dedans, tu vois, dans Anti-Gang, il met pas de kick plus que ça. Il prend Albo, le jette aux zones comme une merde. Voilà, donc c'est intéressant. Mais même quand je fais des chorégraphies, je vais demander aussi, parce que j'ai pas cette prétention, je vais dire, est-ce qu'il y a un mouvement que tu as envie de passer? Est-ce que moi, ce que je viens de te proposer, ça te semble correct dans telle ou telle technique? Donc, j'ai pas un énorme ego, je pense pas. Donc, sur le coup, on va essayer de communiquer ensemble et faire quelque chose qui va correspondre pour tout le monde et surtout que ça passe à l'image. Voilà. Ouais, parce que c'est ce que je me disais, tu vois, quand je vois des films avec justement avec des professionnels qui ont fait des dizaines, des centaines de combats, je me dis putain, mais les mecs, il faut qu'ils désapprennent ce qu'ils ont passé des centaines, des milliers d'heures à apprendre. La distance, la technique bien propre, comme ça, carré, que tu as répété des milliers de fois. Bah ouais, faut le désapprendre en fait. Donc c'est plus difficile de manière générale de désapprendre. C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir est-ce que c'était plus facile avec un novice au final. Après, finalement, oui, c'est pour ça que j'étais en train de préparer ma réponse. En fait, c'est plus facile, ça dépend aussi. Ça dépend le volontarisme, ça dépend le côté physique, la raideur. Il y a des personnes qui ne savent vraiment, mais même pas se mettre en garde. C'est pas possible. Donc, en fait, il faut avoir une sacrée pédagogie. Ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, le côté budget, parce que quand tu vas faire des répétitions ou des formations de comédiens, t'es payé, c'est mon taf, hein, c'est avec ça que je paye la maison et les études de mes enfants, tu vois. Donc, sur le coup, généralement, on se dit, oh là là, ouais, mais là, je vais pas pouvoir. Aux États-Unis, les mecs, ils ont minimum 3 mois d'entraînement. Moi, j'ai 2 semaines, grand max, 1 semaine. Les 3/4 du temps, c'est des. Voilà. Donc, des fois, tu vas tomber sur des personnes. Bon, Alban, lui, il a plus rien. Hein, mais tu vas tomber sur des personnes comme Karim Leclou, comme Jean Dujardin pour Zorro ou Margot Bansillon pour Machine. Je cite souvent Margot Bansillon parce que je suis totalement fan de cette nana. Elle est venue faire des entraînements pour une série réalisée par Fred Grivois. Je sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Machine, qui est très très bien. Du coup, je l'ai vu sur ton site. Donc, je suis allé regarder la bande-annonce. Je pense qu'il va falloir que je regarde ça un de ces quatre parce que ça m'a l'air assez vénère. C'est vénère et on aime ou on n'aime pas. Ça se trouve, t'aimeras pas. Mais par contre, putain, qu'est-ce que c'est? C'est une belle proposition. Comme Zorro, hein, il y a des gens qui ont aimé et qui n'ont pas aimé. Voilà, je comprends. Je critique même pas ces gens. C'est une proposition un peu différente. Mais Margot, tu vois, pour Machine, elle est venue, elle a fait de la danse. Hein. Elle vient de la danse et puis elle est comédienne. Super et tout. Alors, putain, le volontarisme. Et la meuf, alors, en 5 jours, on en a fait une arme de guerre. Et tu verras, dans la série, il y a quasiment aucun moment où elle est doublée. Peut-être pour une chute ou 2 ou un truc comme ça. Mais il y a tout. Elle est suspendue dans le vide à je sais pas combien de mètres. Toutes les bastons, elle a tout fait.
On n'a pas eu beaucoup de répétitions, donc voilà. Donc il y a des moments, tu vas tomber sur des personnes qui vont avoir le truc. Waouh! Mmh. Et puis il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus dur. Mais c'est là où quelque part, tu essayes de faire ton travail correctement. Et le mot créer est magique. C'est, il y en a deux, c'est transmission de passion et pédagogie. Voilà. Ça marche. Alors, tu as bossé aussi pas mal de fois, je regardais dans ta filmo, et c'est vrai qu'il y a des acteurs, des actrices qui reviennent pas mal, que ce soit Pio Marmaille, que ce soit Alban Lenoir, ça on l'a déjà dit, mais tu as aussi Vima Laponce ou Alban Ivanov. Ouais. Est-ce que ça arrive en fait que ce soit directement les acteurs qui demandent à bosser avec toi parce que justement ils ont bien aimé ta pédagogie ou tu vois? Ça peut arriver. Bon, Alban, oui, généralement, il fait en sorte qu'on travaille ensemble. Je me suis entendu avec beaucoup de personnes, d'autres peut-être un peu moins, mais généralement, c'est pas eux qui vont t'imposer. Karim Leclou, par exemple, on s'adore, hein, vraiment. Karim, on s'est recroisé sur un film de Quentin Dupieux il y a pas si longtemps. On s'est embrassé, machin, etc., touché les fesses, tout ce que tu veux. Mais si Karim il est sur un autre film, en fait, il va se prêter à l'équipe qu'on lui propose. Donc en fait, il va pas imposer. Alban s'est déjà retrouvé sur des films où c'était un autre rigueur, notamment Le Salaire de la peur. Je l'ai pas fait, c'est Jérôme Gaspard qui l'a fait, parce que Jérôme Gaspard travaille avec Julien Leclerc, moi pas. Donc voilà, donc c'est des trucs comme ça, mais ça peut arriver. Là par exemple, c'est con, mais tu vois, Ahmed Silla, avec qui j'ai travaillé sur quelques films, Ouais. et qui devait faire un film de boxe il y a très longtemps, c'était Challenger d'ailleurs, et c'est Alban qui a fait. Ahmed, là, j'étais en rendez-vous hier. En fait, c'est lui qui m'a imposé pour sa première réalisation. Donc, il a dit, je veux Manu. Voilà, donc ça peut arriver, et puis des fois non. C'est pas tout le temps, mais voilà. Mais c'est les gens qui me font plus travailler, généralement, c'est les directeurs de production et les premiers assistants. D'accord. Ou des réalisateurs, bien évidemment. Mais je crois que c'est Ahmed Silla qui a fait un film il y a pas longtemps là où il joue un boxeur en équipe de Ouais. France, etc. Comédie et tout. C'est pas Ouais, moi qui ouais. l'ai fait. Je crois que on lui a imposé quelqu'un. Je crois que c'était Gilles de Murget. Bon, après, ils ont travaillé ensemble. J'ai pas vu le film, hein, mais j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit tiens c'est cool. Il n'y a pas En plus, grand-chose. Il met 2 ou 3 patates ouais, dedans. ouais, mais il bougeait pas trop mal, tu vois. Il boxait en ligne, il était sur de l'anglaise, il bougeait bien. Mais tu sais qu'à l'époque, en fait, quand on devait faire Challenger, c'était avant le Covid. Ahmed, il a été prendre des cours de boxe. Il a séché. Donc, il a commencé à, je peux le spoiler parce que finalement, même lui, il avait fait sur les réseaux sociaux. Il mettait des photos de lui où il était en mode bien musclé. Ahmed, qui avait un corps quand même un petit peu voluptueux à l'époque. Putain, il s'est donné bien sévère. Et le mec est devenu taillé. Donc, il y a eu énormément de commentaires. Ahmed Silla, incroyable. Il a fait de la boxe. Et après, il est venu. Et c'est là où c'est fou. Il est venu une fois ou deux à la salle. Et on a travaillé avec mes cascadeurs. Petite formation, du coup, boxe, cinéma. Et putain, il déboîtait. Et j'avais fait une petite prévise de certains trucs que lui a mis sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis pas du tout réseaux sociaux, je supporte pas. Et en fait, ça a fait un carton. Et putain, il y en a plein, ils se disent, oh la vache, etc. Donc Abed, quand il est lancé, c'est un vrai travailleur aussi. Et il était hyper crédible. Je pense qu'elle doit être encore quelque part dans les fins fonds de trucs où tu le vois et tu m'entends en train de le tailler derrière. Ah, vas-y, tiens, va voir lui, il va te doser la gueule et tout. Et donc voilà. Et Ahmed, je pense qu'il peut faire des trucs d'action aisément, ouais, franchement. Ok, c'est intéressant effectivement. Ouais. Alors justement, est-ce que tu aurais un acteur ou une actrice comme ça qui t'a le plus impressionné? Oui, c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure par rapport à, mais sur plein de trucs différents. Alors évidemment, je reviens sur Alban, mais Alban, le mec, il est tellement, voilà, il fait ça depuis tellement longtemps, il fait partie des trucs d'action, c'est un homme d'action. Les gens qui le sont un peu moins et qui vont m'impressionner, c'est Margot Bansillon, ça va être Adèle Exarchopoulos. Putain, quand elle met de la patate, elle y va sévère. Karim Leclou, qui sait pas se battre, mais qui s'adapte et qui a un courage monstrueux quand il fait la séquence à tomber dans la fosse septique et tout. Putain, cette journée-là, elle était éprouvante. Il a pas bronché une fois. C'est un mec incroyable. Il y a Jean Dujardin. Alors, évidemment, s'il entend ce podcast, on sait jamais. Il a 53 ans, comme moi, un truc comme ça. Putain, il a mouillé la chemise pour Zorro, mais alors, jamais bronché. Il a toujours travaillé. Tu te dis, putain, 53 ans, se taper autant de combats, tu vois, c'est des gens qui vont t'étonner. Puis c'est Dujardin. Tu dis, bon, il y a un masque, machin, tu vas te faire doubler. Que nenni. Le mec, dès qu'on voulait faire un truc avec une doublure, non, je le fais. Putain, Jean, t'es chiant. Tu vois, voilà, c'était des trucs comme ça. Alban Ivanov, putain, sur Challenger, moi, alors, je vais pas me pignoler encore. Je suis excessivement content du combat final de ce film-là, qui a pas marché, malheureusement. Tout le temps, c'est une chouette comédie, c'est sympa. C'est dommage que ça ait été boudé.
Et voilà, et Alban, combat final, putain, mais hyper crédible. Et on n'a pas non plus des prépas de ouf. Il a fait de la boxe, les attitudes étaient là. Et après, bah pareil, Alban, attention, décale-toi un peu pour ton coup, machin. Putain, truc de fou. Donc voilà, il y a plein de gens. Ceux qui vont m'étonner, c'est ceux qui vont vouloir se surpasser. Et il y en a quelques-uns. Puis il y en a d'autres. Bon bah, dès qu'ils commencent à avoir des courbatures, ils disent ah ouais mais c'est dur. Bah oui, c'est dur. Vima Laponce, exceptionnelle aussi. C'est une dingue. Elle est géniale. Mais il y en a tellement, ça va être trop long, quoi. Donc voilà. Ça marche. Alors, tu as bossé plusieurs fois avec les réalisateurs, là, pour le coup, que ce soit Quentin Dupieux, on en parlait tout à l'heure, Paul Verhoeven, Ouais. ou encore le duo, effectivement, Julien Maury et Alexandre Boustillot. Ouais. Concrètement, est-ce que, du coup, tu m'as un peu répondu avant, mais est-ce que c'est du hasard ou est-ce que effectivement, voilà, ils aiment bien ta façon de bosser et puis au final. Alors, Parce que Verhoeven, tu as bossé avec lui 2 fois quand même. oui. Et Verhoeven, en fait, on s'est rencontrés sur Elle, avec Isabelle Huppert. Ça a matché tout de suite. Voilà, on s'est très bien entendu. J'ai compris ce qu'il voulait, il a compris ce que j'allais lui donner. Donc, il y a eu un coup de cœur entre nous. On se marrait beaucoup. Moi, mais alors, t'imagines même pas dans quel état. C'est un mec qui m'a donné aussi, lui, envie de faire du cinéma. Et quand j'ai travaillé pour lui, j'étais totalement attendri par Paul Verhoeven. C'est un personnage, mais incroyable. Le mec, il a 80 berges, il voit tout. Puis il y a un truc, et puis il est charmant. Putain, il est drôle, il est cool, il est machin. Tu sais, tu discutes avec lui, tu l'écoutes, il me dit ah j'aimerais bien machin. Alors il parle comme ça, n'est-ce pas? Alors je voudrais que Isabelle tombe par terre de telle manière, et tu le vois qui jette par terre à 80 berges. Mais Paul, vous êtes tombé? Non, je te montre. Mais arrête de te jeter par terre, Polo, t'es fou quoi? Tu vois, c'est un truc de dingue. Donc voilà, donc c'est et après il m'a imposé sur Benedetta. Ça, putain, c'était une de mes plus grosses joie de ma vie. Paul Verhoeven himself, le mec qui m'a donné envie de faire du cinéma notamment, qui dit je veux Manu, et voilà, il va me faire ses prévises et machin et trucs. Putain, génial. Quentin Dupieux, ça fait pas mal de films qu'on fait ensemble. On s'entend très bien, et c'est pareil, moi je suis flatté parce que Quentin, c'est un mec justement, ce que je disais, qui normalement n'aime pas les cascadeurs, mais pas les personnages, il aime pas parce qu'il dit non, c'est trop fake, trop machin, trop truc. J'ai compris ce qu'il voulait, on s'est compris, ça se passe bien. Bustio et Maury, on a fait notre premier film ensemble, puis un deuxième, un troisième et tout. Après, ils ont une carrière un peu autre, avec des budgets où la production impose soit un Belge, soit un Ricain, soit un ceci, soit cela. Et quand on s'est retrouvé sur Mangeur d'âme, comme d'habitude, les mecs te donnent ton petit rôle. Ouais, mais tu vas jouer et tout. Ah non, faites pas chier et tout. Donc ils m'ont donné un petit rôle. Et voilà, et on était tellement contents de se retrouver. Donc, Bustio et Maury, ouais. Après, les projets qui vont venir, j'imagine qu'ils vont faire au maximum pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Putain, dans le Mangeur d'âme, la baston du petit déjeuner. Ah, elle est vénère, hein. Elle est énorme. Ouais. Mais c'est une espèce de fulgurance, tu sais, t'es là, tu suis l'enquête, et puis d'un coup, t'as cette espèce de flashback de fou furieux, les mecs se défoncent, tu dis, wow. Et encore été plus longue, hein. Mais j'ai entendu ça, ouais. Exactement, ouais. Et oui, c'est dans le Blu-ray qui est dit. Mais en fait, c'est parce que déjà ça fonctionne, parce qu'ils ont eu l'intelligence de dire trouve-nous 2 cascadeurs qui peuvent jouer un petit peu, qui s'éclatent. Donc j'ai pris un de mes assistants, Jérémy Margalet, qui est un mec qui bosse avec moi depuis je sais pas 6-7 ans, un truc comme ça, qui est génial, voilà. Donc il a joué, et Audrey Gollet, cascadeuse aussi super, qui travaillait avec moi, et donc voilà, ils ont fait le truc, on a travaillé à la salle, et moi j'ai tout chorégraphié. Par contre, le réglage sur le jour, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était un de mes assistants avec qui je travaillais, Pierre Toubas, voilà. Donc ça s'est très bien passé, et en fait tout le monde s'est amusé à faire ce truc complètement dingue. Et cette baston, elle est tellement improbable, et ils ont pas eu beaucoup de temps non plus, hein. Et putain, et voilà, et le truc, mais c'est dingo, mais c'est les Bustio et Maury, ça, mais qu'est-ce qui va pas dans votre vie, c'est pas possible. Donc voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup cette baston, et j'étais très content du résultat. Du coup, ce qui est marrant aussi, c'est qu'avec Quentin Dupieux sur Fumer fait tousser, t'as chorégraphié du tokusatsu. Totalement. Donc t'as eu du kaiju. En plus, c'était un des kaiju, c'est Olivier Asensio qui est en dessous je sais, c'était ça qui est drôle. Il en a chié, c'était drôle, il était de mauvaise humeur, il gueulait j'ai chaud, ta gueule, on lui disait ça, c'était drôle, on lui passait les trucs et tout, on le faisait chier. Mais et c'est Quentin Dupieux que j'ai rencontré sur Fumer fait tousser. Et en fait, là où je l'ai convaincu, c'est que quand on s'est rencontrés, salut, machin, etc., était pas, voilà. Et j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer une petite prévise de baston. Et Olivier est venu à la salle. Donc, c'est drôle que ma salle, elle est dans le 11e, c'est le Cajun Club. C'est pas chez moi, hein, c'est là où je m'entraîne. Et en fait, Olivier, il est venu avec la tenue
de la tortus et mes cascadeurs, ils avaient pas les tenues, mais on s'en fout. Donc, tu avais au milieu du tatami une grosse tortus en train de répéter et tu avais, tu sais, des combattants qui passaient et en fait, tu as des escaliers qui montent et il y a une ouverture. Donc, les mecs, ils montaient, puis d'un seul coup, tu les voyais redescendre et regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. Et c'était à crever de rire. Et c'est là où j'ai convaincu Quentin Dupieux par mes prévises, par ce qu'on s'est proposé et par le fait de pas... Quentin, en fait, il faut pas absolument vouloir exister. Quentin, il a une manière de travailler bien à lui. Donc, si tu arrives avec tes « Ouais, mais moi, j'aurais fait ça, ça ». Non, tu fermes ta gueule. Il faut savoir se placer correctement avec Quentin. C'est pas un caractère, hein. C'est juste que lui, il va tellement vite dans sa tête, Quentin, que si tu arrives avec tes propositions, il dit « Attends, Manu, excuse-moi. Non, parce que là, je suis dans mon truc et tout. » Et voilà. Donc, quand tu comprends ça, voilà, tu bosses avec lui. Ça marche. Alors, tu as été quand même réal de seconde équipe pour Paul Ouais. Verhoeven. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est génial parce que c'est le mec. En fait, pour faire bref, quand on a tourné la séquence finale, on a eu quelques jours avec beaucoup de figuration, beaucoup de trucs et tout. Donc, on a fait au maximum. Évidemment, des journées comme ça à rentrer, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres entre le feu, entre les effets, entre machin, l'autre qui trucide Lambert Wilson, machin. Donc voilà. Et quand on a terminé sur ces 5 jours, le lendemain, ils allaient sur un autre plateau, un peu plus loin, et ils se sont dit, est-ce que on n'aura pas le temps de tout rentrer? Il nous manque des éléments de baston, il nous manque les soldats qui se prennent des coups, qui se font latter, etc. Et donc ils ont discuté avec le producteur, Saïd Ben Saïd, ils ont dit, écoutez, nous on va aller tourner sur le truc, il nous faut une seconde équipe pour faire les trucs qui nous manquent. Et là, j'ai été contacté, et Paul il me dit, bon voilà, écoute, moi je voudrais que tu fasses demain un tournage et tu réalises le truc, etc. Wow. Bon, là, je pense que j'ai fait pipi et caca en même temps dans mon pantalon. Et là, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et je me suis retrouvé à faire ça. Mais moi, j'avais fait toutes les prévises des séquences. Moi, je les poste pas sur Internet et tout machin parce que c'est mon travail et tout. Et après, voilà, de toute façon, je partage rien. Mis à part sur mon site, il y a ma bande démo et point barre. Et sur le coup, lui, il connaissait mon travail. Il a vu que je savais cadrer, monter, avoir rien. Donc voilà, je me suis retrouvé à faire de la seconde équipe, mais une seule journée. Mais c'était pas grave, c'était bien. Donc j'ai fait une journée de seconde équipe à la place de Paul. Il a vu les rushs et j'avais pas de nouvelles. Je dis, putain, ça se trouve c'est de la merde et tout machin. Et j'ai envoyé, je me rappelle, j'ai envoyé un message à son assistante Mita. Je dis, dis-moi Mita, Paul il a vu les rushs et tout, parce que j'ai pas de nouvelles et tout et c'est pas bien. C'est que c'est pas bien. Et en fait elle m'a dit non, c'est juste qu'à l'hôtel là où on est, c'était en Italie, c'était fin fond de l'Italie. Elle m'a dit non, on a un réseau de merde, donc on a putain. Et après c'est Paul qui m'a envoyé un truc et qui m'a dit putain t'as fait un super travail machin, je suis trop content et tout. J'aurais tellement voulu garder ce vocal qu'il m'avait fait, je sais plus où, mon téléphone quelque temps après a giclé et je l'ai plus, donc voilà. Mais c'était un vocal de Paul Verhoeven. Si j'avais pu l'encadrer, je l'encadre, mais voilà. Donc voilà, c'était une journée, mais c'était génial, c'est totalement génial. Ouais, tu m'étonnes. Alors, j'ai un petit exercice à te proposer. Je te donne le nom d'un film auquel tu as participé et tu me donnes une anecdote, si tu en as évidemment. Bon, on va essayer, ouais. Allez, ça marche. Le Pacte des loups. Pacte des loups. Une anecdote, c'est que, par exemple, j'ai appris les prévises, grâce à Philippe Cook. Philippe Cook, c'était le chorégraphe de combat du Pacte des loups, et de tellement de trucs. C'est un mec qui a bossé avec John Woo, qui a été un des chorégraphes les plus célèbres dans les années 70. Et en fait, je le voyais faire ses prévises. Et à l'époque, il avait une caméra bien précise à lui et tout. Et je le voyais, il filmait tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il fout, en fait, voilà. Et le lendemain, à l'hôtel, il avait monté la nuit. Je sais pas ce qu'il foutait, il dormait pas, le mec. Et le lendemain, il montait un peu les résultats. Il nous montrait aux cascadeurs les résultats. Waouh! Et en fait, c'est là où j'ai découvert la prévise. Et ce qui était drôle, pour l'anecdote, c'est qu'en fait, il y avait des soirs où on tournait, ça prenait beaucoup de temps, parce que des loups, il y avait des soirs où ça prenait du retard sur des trucs, donc en fait, on attendait. On était notamment dans la forêt de Barbizon. Et en fait, Philippe, pour faire passer le temps, il faisait des prévises de conneries. C'est-à-dire qu'on faisait des trucs à la con, et il me faisait faire des trucs à moi ou d'autres cascadeurs ou aux cascadeuses, Virginie Arnaud et trucs. Voilà, des trucs. Et quand on voyait le résultat le lendemain, on se tapait des barres. Et ces prévises, ces espèces de petits courts-métrages de 20 secondes, 20-25 secondes, en fait, faisaient le tour de tout le plateau. Tout le monde voulait voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Philippe comme connerie, etc. et tout, voilà. Donc, en fait, ce qui était drôle, c'est que Philippe, en plus, parlait pas bien le français. Donc, en fait, quand il montrait les trucs, on lui disait, il comprenait pas, mais il nous voyait péter de rire. Mais en plus, c'est un bout en train, Philippe Cope. C'est ça qui est ouf. Le mec, c'était dingue. On avait une passion commune, c'était
les faux proutes. Donc, on faisait plein, tu vois, des trucs comme ça, on se marrait. 2 gamins, c'était n'importe quoi. C'est pour ça qu'après, j'ai fait avec lui le film Samouraï de Jordan Auger et Géder Nili. Après, il m'a emmené en Chine avec lui sur le Talisman. Et donc voilà, parce qu'on s'entendait très bien. Et donc voilà, donc anecdote, c'est sur le Pacte des loups, en fait. En fait, le mec était tout le temps avec sa caméra à faire des trucs et c'était tellement drôle, quoi. On se tapait des barres, voilà. Je sais pas si c'est passionnant, mais bon. Alors, mais ça m'intéresse, effectivement, c'est cool. À l'intérieur. À l'intérieur, alors une anecdote qui est beaucoup moins drôle, c'est que je me rappelle, et c'est dans le making-of, mais ça m'avait marqué, la séquence où tu as Béatrice Dalle qui ouvre le ventre de Alison Paradis qui pour aller chercher le bébé. C'était une très bonne ambiance quand même, hein, sur ce truc-là. Béatrice Dalle, ça arrête jamais, c'est à crever de rire. Bustio et Maury, voilà. Tu prenais du sang, s'en mettais sur la gueule, machin. T'avais des mains au cul avec du sang. Oh putain, des trucs, c'était n'importe quoi. Et le seul moment où il y a eu un calme, bah alors, il faut pas dire limite malsain, mais alors tellement chelou, on n'était plus habitué à ça, c'est ce moment-là, où t'as Alison qui est dans les escaliers, avec tous les effets, les machins. C'est ce moment-là, ok, moteur, action, et là, il n'y a plus un bruit. On est derrière le combo. Alison Paradis, elle s'égosille à gueuler comme elle n'a jamais gueulé de sa vie, j'imagine. Et l'autre, il fait le truc avec sa gueule à moitié brûlée, tout ça. Et je me rappelle de ce silence qui était, si je me rappelle bien, une des rares fois où il n'y avait pas un bruit dans ce putain de truc. Voilà. Enfin, évidemment, quand on tourne, il n'y a pas de bruit. Mais quand coupé, tout le monde est parti faire ses affaires, sans tuer. Personne rigolait, personne parlait. Il n'y avait pas de... Ça, voilà. Ça, c'était complètement fou, ces trucs de voir ces hectolitres de sang et Alison qui nous a transpercé les oreilles avec ses cris. La pauvre, quoi. Voilà. Ça marche. Goal of the Dead. Goal of the Dead. Bah, l'anecdote, c'est ce qu'il y a dans le making-of. C'était complètement fou cette nuit. Il y a un moment, pour la séquence finale, on a tourné sur un vrai stade qui était en région parisienne. Et donc, tout le monde se pointe. Et tout. Les nuits, on gelait bien les couilles. Et là, à un moment, on commence à travailler. Ah, merde, il neige un peu. On se dit, bon, allez, c'est à Paris. C'est pas grave, on tourne quand même. Voilà. Ça neige un peu. On fait quelques plans, quelques trucs. Bon, on va attendre que ça se calme. Coupure dîner. On va dîner. C'est 1 heure. 1 heure après, le terrain, il y avait ça de neige. Il y a eu une sorte de tempête de neige. Donc, impossible de tourner. Et là, sur un film comme ça, qui n'a pas beaucoup de moyens, finalement, tu te dis, putain, comment on va faire? Donc, en fait, Stan Reus, le premier assistant, il a fallu, le pauvre, je le voyais, il avait les yeux qui étaient... Il a fallu qu'il trouve des solutions pour faire ça, etc. Et donc, voilà. Et cette tempête de neige, on l'a absolument pas vu venir, parce qu'à l'époque, j'ai pas souvenir qu'on avait toutes les applications météo qu'on a maintenant sur le téléphone. Et donc, voilà. Donc, on s'est retrouvés comme des cons à ne pas pouvoir tourner. Et en fait, le lendemain, la neige était toujours là. Enfin, tu vois, tout était enneigé. Donc voilà. Donc ça a été je me rappelle très bien on va dîner. Ouais, allez, tu bouffes, t'es content, tu rigoles, tu sors. Et là, toute l'équipe, et t'entends parler, tu vois des gens qui courent, tu dis, qu'est-ce qu'ils ont tous? Et là, tu sors, tu dis, allez, vas-y, laisse tomber. Donc voilà, ça, c'était fou, ça. JCVD. Alors oui, JCVD, j'ai une anecdote qui est assez, voilà, pas folle, mais qui est rigolote. JCVD, c'est pareil, tu travailles avec Van Damme. Je dis, ah ouais, quand même, putain, c'est cool. Bon. Et à l'époque, je travaillais en parallèle sur le film Mutant de David Morley avec Dida Diafat. Voilà. Et que je chorégraphiais. Voilà. Donc, Dida, quelques semaines avant, était venue à la salle pour faire la chorégraphie face aux mutants, aux zombies, là, et tout. OK. Puis on s'entendait bien avec Dida, c'était cool. Et à un moment, Jean-Claude, il saluait tout le monde, les cascadeurs, salut, ça va, salut, machin, etc. Et il y a un moment, je me rappelle, j'étais en train d'attendre comme ça, que le tournage redémarre, on était entre 2 prises et tout. Et Van Damme, il se pointe avec sa serviette autour du cou, bien suintant, il avait travaillé, quoi. Et il arrive et me dit, et il me regarde, mais juste à mon profil. Donc je le regarde, je lui fais un sourire un peu niais, t'es comme ça va. Ouais. Puis il me regarde, il me dit, c'est toi Manu? Tu sais, quoi? Je dis, pardon? Et il me dit, je dis oui, enfin, pourquoi? Il dit, non, parce que j'ai discuté avec Dida, il m'a dit que tu travaillais sur le film et tout, machin. Donc voilà, il m'a dit beaucoup de bien de toi, c'est cool. Et puis il me regarde, tu sais, je dis, ça fait plaisir et tout. Et il me fixe, et il me regarde, il dit, je comprends Dida, t'as l'air vachement sympa. Il fait demi-tour et il se barre. Il m'a laissé en plan comme ça avec cette... merci, c'est gentil. Voilà, et t'es parti. Voilà. Donc c'était un peu lunaire et tout, mais le fait que Dida ait parlé de moi, ce que je lui avais dit, tiens, je vais bosser avec Jean-Claude Van Damme sur JCVD, j'ai une séquence avec lui et tout. Donc voilà, c'était
très marrant de le voir approcher, me balancer son truc. J'ai discuté finalement 5 secondes avec lui. Tourné les talons, il s'est barré. Salut. Ouais, même pas salut, non. Ouais, t'as l'air vachement sympa. Et il se barre. Ok. Voilà, c'était lunaire. Le transporteur. Ah, transporteur. Bah, j'ai pas énormément d'anecdotes parce que j'ai pas fait beaucoup de jours dessus. J'ai juste la baston avec Statham dans l'espèce de couloir avec les haches. Non, c'est pas une anecdote, c'est plus un fait. C'est que ce qui était génial avec Jason Statham, c'est qu'il c'était un peu de la même trempe que Dacascos. En fait, il voulait répéter. Et il y avait plein de moments, bon, bah, toi, t'oses pas trop l'approcher. Et encore, il n'avait pas le statut qu'il a maintenant. Tu l'as vu dans Snatch, dans Arnaque Crime et Botanique, ou truc comme ça. Et donc voilà. Et le mec, tu dis, bon, c'est un comédien un peu dégarni, machin, on va voir. Et le mec, putain, quand il tâtonnait, tu dis, ah ouais, putain, il est bien. Et ce qui était fou, c'était que le mec voulait répéter pour être parfait. Et il te demandait gentiment, donc toi, tu voulais pas aller le faire chier, mais c'est lui qui venait. Excusez-moi, les gars, je suis désolé de vous embêter. Est-ce que ça vous ennuie si on refait les mouvements, les machins? Putain, tu regardes, tu dis, bah non, pas de problème. T'es là pour lui, tu vois. C'était, ce qui m'avait marqué, c'était cette pudeur de venir demander est-ce qu'on peut répéter entre les prises, machin, etc. Ça vous dérange pas? J'ai trouvé ça génial, voilà. Et bah maintenant, c'est un des meilleurs punchers américains qu'on ait. Quand il met des patates, tu regardes les bandes annonces, à chaque fois, ça fait mouche, quoi. Il est super, quoi. C'est un bon acteur. Mais ça commence à tourner sévèrement en rond, hein, entre Beekeeper, machin, blablabla. Là maintenant, tu vois. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que ça tourne pas mal en rond. Je crois que celui que je préfère avec lui, c'est Homefront. Ah ouais, bah oui, avec sa vieille casquette de bouseux là, putain. Qui est ultra brutal. Bah tu vois, voilà, c'est encore une autre proposition, mais tu regardes là, par exemple, il y en a un qui va sortir bientôt où il fait un mec qui fait du bâtiment, je sais pas quoi et tout, et la bande-annonce, ouais, c'est pareil, il est hyper bourrin, hyper truc et tout. Mais encore une fois, je te défie de mettre 5 extraits de Statham et de dire montre dans quel film. Moi, finalement, je me demande si je préférerais pas à un moment voir Statham faire un truc où il y a pas de baston, parce que c'est un mec charismatique, plein de bons comédiens et tout, et puis à chaque fois c'est la même chose, quoi, tu vois. Bon, il y a plaisir, mais bon, j'ai fait le tour. Mais voilà, mais super mec par contre. Voilà. Aka. On était en train de on tournait et à un moment celle-là elle est folle. Coupe le repas. Donc on descend et on a tourné dans un squat qui se trouve du côté de Ivry-sur-Seine. C'est un espèce de squat mais d'artistes, de machin, de trucs dont t'as plein de gens un peu métissés à droite à gauche. Tu sens qu'il y a des mecs. Bon, ça doit craquer un peu là-dedans quand même et tout. Ça tombe bien parce que le lieu dans le film s'y prête. Et à un moment on descend. On va à la cantine. Alban est avec moi. Il me dit, je vais pisser, attends-moi. Donc moi, oh putain, tout le monde part à la cantine. Moi, j'avais faim. Je suis un gourmand. Et Alban va pisser. Et j'étais avec un autre cascadeur qui s'appelle Vincent Gatineau. Donc on discute. Bon, je mets un temps fou. Tout le monde va à la cantine. Putain, et qu'est-ce qu'il fout? Et à un moment, je gueule, je dis, oh, le noir, tu te magnes. Le noir. Et là, il y avait 2 blagues derrière. Les mecs, il y a Vincent Gatineau qui me regarde et me dit, ta gueule. Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, le noir, putain, bouge ton cul. Et là, le mec qui commence à s'approcher de moi, je pense qu'ils étaient venus pour me foutre une tarte dans la gueule. Et là, il y a Vincent Gatineau qui dit, non, c'est Alban le Noir, c'est le comédien qui s'appelle le Noir. Non, on croyait, voilà. Et j'ai regardé, ah, pardon, messieurs, non, c'est parce que, voilà, j'ai failli me faire trucider par les 2 mecs. Ouais, tu peux pas balancer un truc comme ça, le Noir, mais moi, j'appelle Alban le Noir. Voilà, ah ouais, bah ouais, tu voyais voilà. tu voyais pas le truc, ouais. Voilà, ça, c'est une vraie anecdote, ça, je trouve. Balle perdue. Balle perdue, 1 ou 2? Le 1, tiens. Bon, alors vite fait, le 1, je vais même pas parler des bastons, moi je fais un petit caméo dans Balle perdue. Guillaume, il m'a foutu en caméo. Et il y a un moment, en fait, on est supposé être avec Duvauchel, avec Stéphane Scardiccio et moi, on est supposé être, et Mélissa Mler, qui est on est supposé attendre la R21 qui doit venir vers nous. Et on est planqué derrière un barrage policier et tout. Et t'as le mec qui dit, ah putain, il nous a accroché, machin. Duvauchel dit, putain, je comprends pas, là. Et la bagnole, elle arrive et elle fonce sur nous. Et en fait, ce qui était dingue, c'est bon, là, moi, je fais de la cascade, donc ce genre de truc me fait pas peur. Mais par contre, je me rappelle la voiture, elle arrive, elle trace, donc il y a 2 bagnoles. Elle arrive quand même, bon, pas pleine balle, puisque il y a 2 bagnoles qui avancent, donc ça a un poids un peu plus proéminent. Et là, putain, la bagnole, elle trace. Et en fait, je me rappellerai, il y a les 2 voitures de police qui font barrage. Et tu t'es dit, putain, moi, je me suis dit, quelle sensation ça va être, comment on va. Donc, on est supposé se barrer avec Monco, Duvauchel et tout ça. Et quand la bagnole, elle a percuté les 2 voitures de police, nous, on était planqués derrière la barrière, la balise, parce qu'on va se planquer là à ce moment-là, on revoit dans le film. Putain, ça a fait un bruit.
Et en fait, ce qui était hyper drôle, l'anecdote, c'est qu'en fait, tous les gens de l'équipe, vu que bon, bah, c'est quand même des plans hyper larges et tout, étaient planqués. Et le régleur, la nièce, avait dit, planquez-vous derrière les balises bétonnées. Voilà. Donc, en fait, il y a une photo qui a circulé sur Instagram pendant un moment où tu vois une vingtaine de personnes qui sont assis, recroquevillés derrière les balises de cette départementale, au cas où il y ait des objets qui partent à droite, à gauche. Bon, ça n'avait pas été le cas. Mais ce qui était drôle, c'est de voir tout le monde recroquevillé, à se dire, putain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va exploser, machin, etc. Et voilà. Et nous, quand on a entendu le bruit, je sais que moi, j'étais planqué aussi derrière, parce qu'on est supposé être planqué. J'ai fait un petit bond parce que le bruit nous a quand même assez surpris. Voilà. Donc, c'était drôle de voir toute cette équipe qui attendait avec impatience ce carambolage assez monstrueux, quoi. Voilà. Mutant? Mutant. Mutant, film un peu passé inaperçu, malheureusement. Bien Parce sûr. que Bien sûr. franchement, je l'ai en Blu-ray et c'est un bon film. Ouais, bah moi j'aime bien. Il y a un côté assez cette progression lente de la maladie, elle est hyper intéressante. Elle peut faire penser à un cancer, un sida, un machin, un truc. La mouche de La mouche, Cronenberg. exactement, pardon, ouais. Et ce processus progressif de la maladie, le mec qui pisse du sang, qui perd ses ongles, ses dents et tout, c'est assez douloureux. Et Francis Renaud, bah, qui est un super comédien et adorable, putain, il s'est vraiment donné. Il a les couilles à l'air, il fait des trucs quand même. Tu dis ouais, vas-y. Bah, l'anecdote, c'est que bah moi je fais un des mutants. C'est-à-dire qu'il y a un premier mutant qui se bat contre Didier Diafat, bah c'est moi qui est en dessous. Et bon bah du coup j'avais été moulé, on m'a mis le maquillage, tout ça, et je me suis régalé à faire un mutant. Après c'était hyper dur parce que tu respires pas dans ces trucs-là. Et c'est pas une anecdote, mais sur le coup bah, je sais que mon cardio il a pris cher parce qu'on a fait la baston avec Dida où on essayait quand même de bien se foutre sur la gueule. Et j'ai dit putain il y a un moment je devais me relever. J'arrivais pas à respirer et tout. Et voilà. Donc, bah, l'anecdote, c'est que c'est moi qui interprète le premier mutant contre qui il se bat. Et après, il y en a 2 autres qui arrivent, qui sont interprétés par Fred Alino et Patrick Vaux. Voilà. Ça marche. Titan? Bah, il y a pas vraiment d'anecdote. Titan, c'était assez dur comme tournage. Julia Ducournau, elle est très directive. Elle a vraiment des trucs en tête. Il faut vraiment capter les choses. Donc, des fois, c'est pas évident. Et moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est de voir mon partenaire de toujours, Anthony Faux, en slip, se faire démonter la gueule. Voilà. Donc, c'est pas une anecdote, mais à chaque fois que je vois cette séquence, je suis plié de rire de le voir débarquer en slip et de se prendre bah, le pied de chaise. Le tabouret, ouais. Non, merde, comment on appelle ça, le tisonnier, et après se faire prendre le pied de chaise. Donc, en fait, voilà. C'est pas une anecdote, mais j'arrêtais pas de pouffer quand je voyais Anthony en slip au milieu du tournage, qui lui s'en foutait. Hein. Mais voilà. Donc, je rigolais tout le temps quand je le voyais. Je pouvais pas m'en empêcher, quoi. Voilà. Et enfin, terminons avec le meilleur. Girls with Balls. Oh putain, ah ouais. C'est pas vrai. Je vais peut-être pas te donner une anecdote. Je vais juste te dire que c'était un tournage qui était assez dur parce que, bah, encore une fois, pas beaucoup de moyens. Qu'on a essayé de faire de notre mieux. Que c'était pas évident parce que bah Olivier était très volontaire pour faire plein de choses. Mais à chaque fois, le temps jouait contre nous et que la dernière séquence finale, quand tout le monde se fout sur la gueule, on s'est beaucoup marré malgré le stress. Parce qu'en fait, bah, c'était très drôle de voir. Bah, il y avait les nanas qui combattaient un peu mieux que certaines. Manon Azem, quand elle mettait des gifs, c'était monstrueux. Tiffaine Davio, elle s'est donnée à fond la caisse. Comment elle s'appelait Margot, je sais plus comment. Celle qui est attachée en croix, pareil, qui hurlait, qui a donné tout son possible. Et il y avait, merde, putain, pourtant je l'adore, comment elle s'appelle? Celle qui a les lunettes, qui est adorable, mais que j'ai pas eu depuis longtemps, qui, elle, nous faisait péter de rire. Parce qu'en fait, bah, elle savait pas combattre, elle est pas supposée. Et en fait, elle faisait plein de propositions, de positions, de trucs, tu la vois, elle est ridicule dedans. Et voilà. Donc, en fait, on a beaucoup ri sur ces trucs malgré le temps qui était très court, quoi. Donc, voilà. Donc, pardon si j'ai oublié les prénoms, mais voilà. Ah bah, c'est normal, déjà, ça fait un petit moment. Et puis, en plus de ça, tu rencontres pas mal de monde sur chaque projet. Donc, j'imagine que pour retenir, voilà. C'est pas une anecdote, mais t'imagines même pas le nombre de personnes que j'appelle salut beau gosse ou salut ma belle. Parce que tu te rappelles pas des prénoms, eux te reconnaissent. Parce que quand tu arrives sur un tournage, tu viens par épisode. Et quand tu arrives, tu viens entre guillemets avec ta mallette de magicien. On va faire, tiens, la plaine, ah putain, c'est la bagarre aujourd'hui, c'est génial, c'est machin, ces trucs. T'amènes une sorte de divertissement sur un tournage qui peut être un peu long et éprouvant pour certains. Et tu vois, là, je tourne sur une série qui s'appelle Montmartre. Et il y a 2 gros combats. Il y a un gros combat de boxe
Il y a un combat de bare knuckle, c'est un peu à l'ancienne, en 1900. Et je sais qu'il y en a plein qui me disent « Putain, on a hâte de voir !» J'ai déjà fait le combat de boxe, mais celui qu'on fait le 31, il y en a plein qui m'ont dit « Putain, on a hâte !» Voilà, donc c'est marrant. Et du coup, donc automatiquement, on se rappelle de ton prénom, mais toi, des fois, t'es un peu dans la merde. Voilà. Alors, petit moment reco, est-ce que tu aurais un film ou une série là, qui t'a mis une claque un peu dernièrement, un truc qui t'a... Voilà. Adolescence, oui. Adolescence? Ouais, totalement, ouais. J'ai beaucoup aimé. Là, on a démarré avec mon fils, qui est un bon gros geek aussi avec moi, qui a 21 ans, qui fait de l'animation. Lui, il est passionné par l'animation, les dessins animés et tout, donc il dessine depuis tout petit. Donc, on a énormément de références ensemble. Évidemment, il a grandi à l'univers super-héros et machin. Pratique pas du tout d'arts martiaux, il s'en tamponne le coquillard. Et voilà, on a énormément de points communs. C'est trop cool. Et du coup, en ce moment, on se tape Daredevil. Et Oh voilà. là 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 là. Daredevil, Born Again. Bah ouais, Born Again. Alors, je sais pas si t'as vu l'épisode 5 et 6. Ah, alors j'en suis au 4. J'ai vu les 4 Ok. premiers. J'ai vu le Punisher. Voilà. J'ai Ok, vu. oui, absolument. Bah alors, écoute, le 5 et 6, on n'a pas compris. Voilà. J'ai regardé, pourtant, les critiques sur Internet. Tout le monde trouve ça génial. Et avec Julien, on s'est regardé, on fait, putain, je suis passé à côté d'un truc. Il y a beaucoup de choses, ça fonctionne pas. L'épisode 5, je n'ai pas compris l'épisode 5 du tout. Voilà, je spoil pas, tu regarderas, tu te dis, tiens, on dirait un truc alors que t'es dans une enquête et à un moment, il y a un truc transitoire, tu fais, oh, tiens, bon, je sais pas, je me fais chier. Et le 6, il y a 2 ou 3 trucs où j'ai dit, waouh, putain, c'est pas, voilà. Il y a des trucs super, il y a une baston finale, je spoil pas, de toute façon, tout le monde le sait. Baston finale qui est un peu vénère aussi, qui est très très bien. J'adore le plan séquence de l'épisode 1. Mais en tout cas, après 4 épisodes, tu te dis, il est temps qu'il revienne, Daredevil, parce qu'on aime beaucoup Matt Murdock, mais à un moment, vas-y, mon gars, remets-nous un peu d'action et remets-nous un petit peu de costumes et de super-héros. Ça prend son temps, donc voilà. Mais par contre, voilà, il y a des super trucs. Quand il faut une branlée aux 2 flics dans l'épisode 2, je crois. Ouais, c'est assez vénère. Mais c'est très court, c'est pareil, ça dure pas longtemps. Tu dis, bon. Mais il y a plein de petits trucs. Tu verras, par exemple, pardon, mais pour l'épisode 6, l'épisode 5, il y a des trucs qu'il fait. Je dis, mais mec, t'es en train de te cramer total. Tu comprendras, pardon pour le spoil, mais il y a plein de moments où tu te dis, mais il fait des trucs et le mec qui l'accompagne, à un moment, tu te dis, mais t'es aveugle ou t'es pas aveugle? Voilà, il fait des trucs face à des personnes, n'importe quelle personne, mais t'es pas du tout aveugle, tu te fous de ma gueule. Et il y a aucune réflexion, il y a aucune réaction, il y a des trucs. Je me suis dit, tiens, voilà. Mais sinon, voilà, c'est quand même cool. Il y a des longueurs avec Wilson Fisk, qui a un moment où on a compris que t'es mère et que tu t'emmerdes. Mais il y a 2 trucs dans l'épisode 6. Tu verras à la fin, c'est bien vénère. Donc, j'espère que c'est relancé. Voilà. Et Adolescence, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une série qui m'a surpris. Je m'attendais à un truc avec un dénouement, ceci, cela et tout. Et en fait, c'est d'une sobriété. Et pour moi, quelque part, ça marche parce que c'est des trucs qui sont faits en plan séquence, comme tout le monde le sait, de 1 heure. Et en fait, j'étais tellement pris par la situation, par le jeu, par l'histoire, par beaucoup de choses que j'en ai oublié que c'était des plans séquences. Et de temps en temps, en plus, tu dis, oh, putain, en plus, les bâtards, ils sont en plan séquence. Oh la vache. Tu vois, voilà. Donc, moi, j'ai adoré. J'ai 2 enfants. Ça m'a touché sur beaucoup de choses. Le jeu est phénoménal. Voilà. Donc, moi, ça a été un énorme coup de cœur. Voilà. Ça marche. Si je peux te donner une reco film, je sais pas si tu l'as vu, mais il s'appelle Life After Fighting. Si, oui, avec de Brent Foster. Putain, c'est énorme. J'ai adoré. Le mec, alors, pardon, je te coupe, mais le mec, c'est un putain de pratiquant qui, pour moi, pardon, j'aime beaucoup Scott Adkins, mais je préfère le côté explosif et vénère de Brent Foster. Ce mec devrait être plus mis en avant. Donc, j'espère que ce film-là qu'il a réalisé lui-même, si je ne m'abuse, va lui ouvrir des portes. Parce que, putain, moi, je l'avais repéré dans un vieux Steven Seagal, enfin, un vieux qui a quelques années maintenant, où à un moment, il fait une apparition, il est dedans, et à un moment, il y a une baston. Je regarde Steven Seagal, je survole, et je vois cette baston, je dis, putain, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Et après, il a fait un autre Steven Seagal où il est plus présent. Putain, quel monstre, c'est un kicker de top. J'adore. Donc voilà, mais oui, Life After Fighting, hyper vénère, je recommande totalement. Franchement, c'est la dernière claque que j'ai eue en baston. Putain, ça m'a. Enfin, franchement, j'ai kiffé, quoi. J'ai vraiment adoré le film. Ouais. Totalement d'accord. Bon, bah, on est raccord, mon ami. Alors, quelle est ton actu? Alors, mon actu, alors, en ce moment, je viens de finir les 2 films de Quentin Dupieux, parce qu'il enchaîne 2 films d'affilée. C'est un dingue. Je travaille sur une série qui s'appelle donc Montmartre, réalisée par Louis Choquette. Ce sera une série TF1 qui se passe en 1900 sur le milieu des cabarets.
j'ai plusieurs petits, bon, pas dire je m'emmerde, mais il y a des trucs assez simples, des gifles, des tentatives de viol, des machins. Mais j'ai 2 bastons assez imposantes et voilà, donc ça, c'est cool. Je bosse en ce moment sur Belphégor, réalisé par Jérémy Mingui. 4 épisodes pour M6, pareil, avec des petites bastons par-ci, par-là, avec Chirine Boutella, avec Vincent Elbaz, d'autres comédiens, voilà. Donc ça, c'est cool. Ça va prendre pas mal de temps. Sur quoi je bosse? Là, je démarre la prépa de 2 films. La réalisation de Ahmed Silla, voilà, que lui va faire. C'est une comédie d'action. Un autre film réalisé par Jean-Baptiste Sorel, qui avait fait La Bifle et avec qui j'ai travaillé sur Zorro. Donc, qui, lui, comme tu me disais tout à l'heure, Jean-Baptiste fait très souvent appel à moi. Ça s'appelle Flash Paname 80. C'est un hommage au film des années 80. Alors, je vais pas spoiler le casting parce que je sais pas si ça a été annoncé, mais ces personnages, je suis bien content de bosser avec eux, ça va être rigolo. Voilà. Ensuite, j'attends la confirmation pour un film réalisé par Clovis Cornillac, qui se fera peut-être après. Il y a la suite je veux pas citer parce que c'est pareil, il faut que je fasse attention. La suite d'un film à succès de baston de Netflix. On va faire la suite bientôt, normalement. Un petit AK numéro 2. Ouais, voilà, allez, c'est bon, vas-y. Voilà. Juste comme ça, je sais pas. Ouais, juste comme ça, c'est ça. Non, de toute façon, je pense que c'est annoncé. Oui, il me semble que je l'ai vu passer, donc c'est pour ça que je te dis ça. Mais je fais attention maintenant à ce que je dis. La sortie de Balle perdue 3 bientôt. Et écoute, en ce moment, on est en écriture avec un scénariste pour ma première réalisation. Voilà. Ah, excellent, félicitations. On n'y est pas, je m'enflamme pas. C'est le scénariste notamment de Challenger, de Inséparables, tout ça, etc. Voilà, qui s'appelle Thomas Paune. Et on s'entend très bien. Et il est venu me voir, il m'a dit, écoute, tu réalises, toi? Je dis oui, de la seconde équipe. Il me dit, mais j'ai une idée de scénar. Je veux absolument le faire avec toi et personne d'autre. Et voilà, donc on est en train de s'échanger les trucs. Ça avance tranquillement, ça prend son temps. J'ai dit que j'avais une grosse actualité en ce moment, que j'étais engagé. Donc voilà, donc je pense que si tout se passe bien, ou pas, j'en sais rien, peut-être l'année prochaine, voilà. Et c'est un sujet qui est cool. Je vais rien spoiler du tout, qui est cool et qui me permettra de mettre mon style de baston. Voilà. Ça sera hyper vénère. Et on a déjà évoqué des trucs. Je vais pas dire que j'ai hâte, mais pas loin. Voilà. Et après, je me lance sur un exercice, peut-être qui sera pas le mien. Je vais peut-être faire une grosse merde. Je retournerai au réglage. Mais en tout cas, l'envie, elle est là. J'ai fait un peu le tour de beaucoup de choses. J'ai 53 ans. Si on me propose, je suis content. Voilà. Donc, si tout se passe bien, voilà. Bon, écoute, super, c'est tout ce qu'on te souhaite. Où est-ce qu'on peut suivre justement tout ton travail? Alors, je sais que tu as un site internet notamment. Ouais. C'est tout. Alors, je suis désolé pour les personnes qui pourraient s'intéresser à mon travail. Je ne mets absolument rien sur les réseaux sociaux parce que je déteste ça. Ouais, je vais pas juger. On va pas faire un deuxième coup de gueule, mais voilà. Donc, j'ai mon site, voilà, manulanzi.com, c'est qui est fait par mon ami Anthony Faux, qui gère un peu tout ça. Et voilà. Et il y a mon actualité, il y a quelques vidéos. Je pense que je vais remettre une bande démo dans quelques temps. J'attends que Balle perdue 3 soit sorti pour mettre toute mon actualité. Ça me sert plus à grand chose, mais c'est un plaisir, même moi, de voir un peu tout ce que j'ai pu faire ces derniers temps. C'est une sorte de point de repère. Voilà, c'est même pas qu'on me pignolait à dire regardez ce que j'ai fait. C'est con. C'est sur YouTube automatiquement puisque c'est le raccord avec mon site. Mais voilà, mais sinon je n'ai rien sur les réseaux et voilà. Donc, si ça intéresse les gens, il faut regarder mon site. Voilà, c'est tout. C'est vrai que ouais, c'est intéressant. Tu as notamment des vidéos en fait avec plein de petits extraits de projets auxquels tu as participé qui sont mis bout à bout et qui sont bien dynamiques et c'est cool quand on veut avoir un peu une idée justement de ce que tu fais. C'est mes petites bandes démo, exactement. Voilà, il y en a même un avec une animation qui est faite au début où c'est mon fils qui m'a dessiné et qui me fait faire un kick sauté et tout. Il a fait ça il y a 3-4 ans et il devait avoir que 17 ans, un truc comme ça. Donc voilà, c'est cool. Mais voilà, c'est le seul truc que j'aime bien faire à monter parce que c'est toujours sympa. Voilà. Ça marche. Alors, donc comme je te le disais, on termine toujours avec des questions rapid fire chez moi. Rapid fire, ça veut dire que je te propose. Brandon Lee. Et oui. Alors, encore en l'occurrence, rapid fire, film avec Brandon Lee, effectivement. Mais l'idée, en fait, c'est je te propose plutôt réponse A ou réponse B. Il faut répondre, tu sais, assez rapidement. Vas-y, allez, vas-y. Et alors, si tu as envie d'expliquer pourquoi tu réponds tel ou tel truc, n'hésite pas. Ouais, mais je parle beaucoup, alors ça va être chiant. Ça marche. Ça sera pas rapide. Hein. Alors, plutôt film ou plutôt série? Film. Plutôt DC Comics ou Marvel là?
Bah, je plus grandi avec les Marvel, donc Marvel. Mais pas maintenant, hein, de l'ancienne, hein. Casse les couilles maintenant. Plutôt cinéma ou home cinéma? Alors, home cinéma, parce que bah, je fais vite, mais cinéma, en fait, il n'y a pas de respect dans les salles de cinéma. J'ai envie de gifler tout le monde. Donc voilà. Ah, bah, on est deux. Voilà. Donc, home cinéma et voilà. Surtout les films d'horreur. À chaque fois que je vais voir un film d'horreur au cinéma, je me demande si je vais pas me bastonner. Ouais, pète un câble. Tu vois, donc les gens sont irrespectueux, n'ont aucun. Voilà. Donc, home cinéma chez WAM. Scott Adkins ou Jean-Claude Van Damme? Bah, je vais dire Jean-Claude Van Damme parce que je me suis explosé les kiwis en étant jeune à faire le grand écart. Bah, grâce à lui et technique de jambes et voilà. Scott Adkins qui est un peu moins ma génération, on va dire nostalgie Jean-Claude Van Damme. Moi maintenant, hein, mais évidemment. Plutôt gore ou horreur psychologique? Compliqué. Les deux parce que mon commandant, parce que gore sur des trucs peut-être de l'époque, genre des premiers films gore comme Toxic Avenger ou trucs comme ça, qui sont tellement, tu vois, branded ou machin, c'est n'importe quoi, mais c'est jouissif. Et horreur psychologique, bah peut-être pour les anciens trucs. Donc, ouais, je vais dire psychologique quand même. Voilà. Alors, plutôt Sammo Hung ou Jackie Chan? Oh putain, tu fais chier. Je sais, c'est fait exprès. Bah peut-être Jackie Chan parce que j'ai connu. Encore une fois, je suis très nostalgique de mon enfance, donc j'ai connu Jackie Chan bien avant et La Hyène Intrépide a été une des premières cassettes de Jackie Chan que j'ai loué et j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça. Voilà. Donc mais Sammo Hung, putain de génie quoi, incroyable. Voilà. Les deux, hein, évidemment. Yen Biao, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, les trois. Voilà. Ah, les trois, bien sûr. Plutôt Sam Raimi ou John Carpenter? Alors, je vais plus dire John Carpenter parce que il y a Sam Raimi, Evil Dead. Le 2, un peu différent, donc un peu moins sympa. Le 3, j'ai pas aimé. Je pense que j'ai été plus touché par Carpenter. Je vais citer The Thing, New York 97 et L'Antre de la Folie. C'est un des films préférés de mon fils. Donc, en fait, des fois, on se tape ensemble et voilà. Ça marche. Plutôt Donnie Yen ou Bruce Lee? Bruce Lee, parce que Donnie Yen est un excellent technicien. C'est un truc de fou, mais Bruce Lee, c'est trop court, mais le charisme, et puis encore une fois, ma nostalgie, quoi. Voilà. Nostalgie. Donc, Bruce Lee, quand même. Là, j'aime bien le style. Alors, Bruce Lee, ça reste une légende, voilà. Oui, il n'y a pas à discuter, mais c'est vrai que Donnie Yen, je trouve qu'au niveau du style, et puis bon, il a interprété il en en a plus. plusieurs en plus. Il a interprété Hitman en plus. Donc, pour le coup. Hitman fait partie des films que je chéris, bien évidemment. Mais non, par nostalgie et encore une fois, historique, parce que Bruce Lee, pareil, m'a donné envie de faire ça. Mais moi, je faisais, ouais, comme ridicule, hein, avec mes grosses lunettes. Donc, Bruce Lee, ouais. Plutôt Warriors ou Story of Ricky? Warriors, c'est le truc d'avec... Celui avec Egerton et Hardy. Alors, sans aucune hésitation, mais Warriors, qui fait partie du haut du panier des films de baston. Tu disais, voilà, viscéral, machin, etc. Ce film est un putain de chef-d'œuvre. Voilà. Et enfin, alors là, c'est des séries. Plutôt Daredevil ou Punisher? Daredevil. Ah ouais? Ouais. J'ai adoré la saison 1, moins la saison 2, surkiffé la saison 3. Et pour l'instant, je suis mitigé sur la dernière, mais voilà. Mais parce que costume. Parce que la série Punisher, je l'ai trouvé un peu too much. J'aime bien John Bertal, il y a des trucs et tout. Mais je suis plus touché par Daredevil qui a été mon enfance. Et voilà. Ça marche. Je pensais que ce serait Punisher parce que tu vois, justement, quand je vois le style de combat et les scènes de baston, notamment la saison 2 du Punisher, putain. Ouais. Mais je trouve que c'est surenchère. Ça commence à être trop gore et trop de trucs. Et je pense que les combats que j'ai préférés, c'est peut-être dans la saison 3. Parce que putain, il assaisonne sévère. Hein. Donc, je pense que, voilà, j'aime bien revenir à des bonnes bases et tout, mais j'aime pas cette surenchère. J'aime pas trop la surenchère. Voilà. Ça marche. Eh bien, écoute, j'en ai terminé de mes questions. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour venir c'était cool. y Toujours répondre. un plaisir de discuter geek. Voilà, donc je vois que t'en es un aussi, donc c'est un vrai plaisir aussi. Merci d'être venu partager ta passion. Et puis, dans tous les cas, je mettrai les références et puis ton site internet, tout ça dans la description de l'épisode. Voilà. C'est cool. Merci Marc. Et écoute, plein de bonnes choses à toi. Bonjour à madame et aux chiens. Et Ça marche. Et écoute, on se tient au courant, quoi. Voilà. Ça marche. Je te dis à très bientôt. Salut. Ouais, ça marche. Bye.